heureuse de vous retrouver pour 2h30 de direct, 2h30, volée à la nuit pour parler en toute quiétude de votre vie avec ses joies et ses peines. La ligne est ouverte au 39 21. Paul et Sonia sont là pour vous y accueillir, sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et je compte également sur vos commentaires, sur vos réflexions par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Laurent. Bonsoir Caroline, je suis très content de vous avoir, ça fait très longtemps que je voulais vous avoir. Ah bah écoutez, moi aussi je suis ravie. Et pourquoi vous n'arriviez pas à nous joindre ou vous différiez un peu votre appel ? Oh, il y a eu des petits soucis parce que à un moment donné, j'avais appelé, vous avez essayé à me joindre une ou deux fois, puis j'étais pas. D'accord, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, et puis ce soir ça marche. Voilà. Et pour nous faire pardonner, alors, c'est vous qui démarrez cette émission. Mais je me confesse à vous, Caroline, je vous dois le plus grand respect, c'est normal, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Oh non, pas trop de respect, non. Non, On va faire simple, mon cher Laurent. Alors dites-moi, c'est la première fois que vous m'appelez ? Oui, j'ai déjà passé sur l'antenne d'Europe 1 il y a quelques années déjà. Oui, mais pas avec moi. Il y avait François Jouffa qui faisait Vinyle Fraise l'après-midi sur Europe 1. Oui. J'ai bien connu l'émission de Yann Egan. Tout ça, c'est des émissions des années 70, des années 80, les années 90. J'aimais beaucoup. J'ai toujours été fidèle à Europe 1. Vous êtes vraiment, oui, un fidèle, d'Europe 1. J'aimais bien. Il y avait de très très bonnes émissions. Il y avait les Roucasseries de Jean Roucas il y a quelques années, il y a 20 ans à peu près. C'était vraiment très bien. Mais ça vous plaît toujours, le programme, parce que... Ah oui, François Jouffa était un animateur génial, un journaliste génial au niveau musical. J'ai même été invité en 92 dans les studios d'Europe 1, voilà. Vous pouvez revenir, vous savez, il y a toujours des émissions qui ont lieu en public. Europe 1, j'ai vraiment j'étais vraiment ravi de venir. Voilà, j'ai un très bon souvenir. Vous pourrez revenir quand vous le souhaitez aux émissions évidemment qui sont prévues pour ça. On vous accueillera avec plaisir. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous appelez ce soir, vous avez eu envie de m'appeler ? Je vous appelle d'une toute petite ville dans le Poitou-Charentes qui s'appelle Parthenay. C'est tout près de Niort et de Poitiers. C'est une région du Poitou-Charentes. C'est une petite ville du Poitou-Charentes dans les Deux-Sèvres. C'est magnifique. C'est une jolie petite ville. Et c'est à découvrir un jour par hasard. Si un jour vous aviez l'occasion, c'est vraiment très très joli par là. Je note alors. Des découvertes pour un week-end. Et je suis natif de Parthenay. J'ai quitté la région plusieurs années. Après, je suis revenu. Et je suis revenu surtout après, malheureusement, un événement qui m'est arrivé en 2011. J'ai perdu ma mère tragiquement d'un infarctus. Elle est morte d'un infarctus brutal. Oui. Je suis très ému, Caroline. J'en reparle. Vous voyez, à chaque fois, ça me refait la même émotion. Parce que j'avais une relation très fusionnelle avec ma mère. Oui. Et elle est morte le 17 février 2011 et c'est un jour, ça va me le rappeler dans quelques jours d'ailleurs, ce jour-là. Les dates anniversaires, c'est toujours un peu difficile. Avec elle, parce que malheureusement, j'ai perdu mon père. Mon père a été tué dans un accident de voiture en 1989, en décembre 1989, au moment des fêtes de fin d'année à cette époque-là, et ma mère s'est retrouvée veuve assez jeune, elle avait 51 ans. Et elle a été protégée parce qu'heureusement mon père avait fait plusieurs assurances vie. Mon père était kinésithérapeute. Et ma mère a toujours été femme au foyer, mais elle a travaillé dans le passé quand même dans le milieu médical. Oui. C'est une femme ma mère a été la base. Ma mère, c'était tout. Ma maman, c'était... Voilà. Et voyez, Caroline, heureusement que j'ai quand même quelques relations autour de moi par moment, parce que je vis depuis très longtemps dans une solitude assez importante, assez profonde. Mais je suis autodidacte. J'ai beaucoup de livres à la maison, beaucoup de CD, beaucoup de musique, beaucoup de DVD. Je m'apprends beaucoup de choses au niveau culture générale tout seul. Je suis un passionné de langue étrangère, Caroline. J'aime beaucoup l'anglais. Il va falloir me donner des cours alors. J'adore. Et c'est bien, vous êtes donc d'une grande curiosité. Et vous actuellement, vous exercez une activité ou plus ? Alors, je vais vous expliquer, Caroline. Actuellement, j'ai un petit problème de santé. Je suis en surpoids important. D'accord. Il va falloir me faire maigrir, soit par une intervention chirurgicale, mais j'ai pris ma décision, ou alors naturellement.
Et là, je suis en diététique depuis 2 mois et demi, bientôt 3 mois. C'est bien. Et Ça va, vous tenez... Donc, tout seul, vous faites ça? je fais ça tout seul. Vous êtes suivi par une équipe? Ah oui, je suis quand même aidé par une diététicienne, par mon médecin Oui, général. c'est bien. Ouais. Je suis suivi par un infirmier en psychologie aussi, par rapport à certains problèmes. Il vient me voir, soit je vais le voir sur place, ou alors il vient me voir des fois à domicile. Donc vous avez décidé de vous prendre en main. C'est-à-dire, quand on vous a parlé de la nécessité d'une intervention, vous voulez essayer déjà par vous-même, en étant bien pris en charge, de perdre. Parce que là, il en va de votre santé, c'est ça? On vous disait que le surpoids était important. Je vais vous dire, Caroline, j'ai essayé, je suis né en 1962. Oui. Depuis 1982-1983, j'ai fait plusieurs régimes depuis ces années-là, donc depuis une trentaine d'années. Oui. Depuis les années 80, et ça toujours. Alors je perdais. Des fois, je restais un petit peu quelques temps comme ça, bien avec mon poids comme il fallait. Mais à un moment donné, j'ai eu des périodes dépressives où je craquais et je remangeais progressivement, mais je mangeais avant. Et le piège, c'est que je reprenais du poids. Et après, quand je refaisais des régimes, je reprenais le double ou le triple de ce que j'avais. Oui, malheureusement, on le sait maintenant que après un régime, il peut y avoir un regain de poids, donc c'est compliqué. Mais bon, voilà. C'est bien, là, vous mettez toutes les chances de votre côté, puisque déjà en étant suivi par plusieurs intervenants. Tout à fait. Donc c'est bien, vous êtes courageux en tout cas, là. Et c'est vrai que je recherche beaucoup de contacts parce que je suis une personne qui aime beaucoup les contacts humains. Et c'est vrai que dans ma région, j'aimerais un jour rencontrer, avoir un contact, parce que bon, c'est vrai que je suis tout seul et que j'aimerais bien un jour trouver quelqu'un, c'est sûr. Parce que Paul me disait là au standard que vous vous êtes séparé d'une femme là. Voilà. Ça. Alors je vais vous expliquer, Caroline, c'est ça. Après la mort de ma mère, quelques temps après, je suis tombé dans une petite déprime. Oui. Et je suis allé par les conseils de mon médecin, j'ai demandé l'aide de mon médecin qui puisse me faire une entrée. Oui. Il m'a fait une prescription pour que je puisse rentrer dans une maison de repos que je ne nommerai pas, ça s'est passé en Touraine. Et dans cette maison de repos, j'ai connu une femme. Moi, je l'avais pas vue au départ, et c'est des gens qui sont venus vers moi. Ils m'ont dit, vous savez, Laurent, il y a une femme qui est attirée vers vous, qui vous lui plaisez. Écoutez, dites-lui qu'elle vienne vers moi. C'était d'autres patients qui étaient venus vous dire ça? Voilà. Qui avaient remarqué, d'accord. Une personne qui était dans la maison de repos, qui s'est permis de me le dire, parce qu'elle n'avait pas osé venir vers moi, et elle avait trouvé un intermédiaire pour D'accord. Elle s'était débrouillée pour que vous le sachiez. Voilà. Oui. Alors, cette femme, peu de temps après, est venue vers moi, elle m'a dit, Laurent, je suis enchanté de vous connaître. J'ai écouté, voilà. Et puis, je ne donnerai pas de prénom, bien entendu, à l'antenne. Et cette femme, assez jolie quand même, bien, voilà, une bonne culture générale. Puis au bout d'un moment, elle me dit, Laurent, voilà, j'aimerais qu'on vive ensemble. J'ai dit, écoute, pas de problème. Et puis après, voilà, moi c'est vrai que au fil du temps, j'ai quitté la Touraine. Je suis revenu donc à la fin de l'année 2011. Je suis revenu dans le Poitou-Charentes, dans les Deux-Sèvres, donc justement à Parthenay. Et là, cette femme, si vous voulez, je ne pouvais rien lui refuser. On est allé 2 fois à Marrakech. Je lui ai payé les 2 voyages. Une fois, elle a voulu aller au casino, 2-3 fois. Je dis, écoute, je lui ai dit par son prénom, on ira ou on n'ira pas, mais j'y allais pas à chaque fois avec elle, mais ça pouvait m'arriver. Mais au bout d'un moment, il va falloir arrêter les casinos. Oui. C'est ce que je dis par son prénom. Et puis après, alors je lui refusais. Elle ne travaillait pas, elle n'avait pas de revenus? Voilà, si elle travaillait un peu, elle a eu des périodes où elle travaillait, d'autres périodes où elle travaillait pas. Et bon, je ne pouvais rien lui refuser. Vous étiez fou amoureux d'elle, vous étiez tombé fou amoureux d'elle alors? J'étais sur un nuage, Caroline, je ne pouvais rien lui refuser. J'étais comme envoûté par son charme. Oui. Et j'avais vraiment envie de lui faire plaisir. Mais elle, en quelque part, je veux pas dire qu'elle en a complètement profité, il faut pas exagérer, parce que je l'ai bien voulu aussi, mais je pouvais rien lui refuser. Je ne pouvais pas, Caroline, je ne pouvais pas. Et un jour, surtout qu'on allait souvent au restaurant aussi, et puis un jour, j'avais reçu une nouvelle carte bancaire de ma banque avec un nouveau code confidentiel que j'avais oublié de retenir, chose que j'aurais dû faire, le déchirer, de le mettre à la poubelle, mais discrètement, ou même de le brûler si c'est possible. Vous le saurez pour la prochaine fois, mais enfin, oui. Caroline, parce que moi, on vivait ensemble, je faisais une très grande confiance. Comme vous pouvez imaginer quand on est avec quelqu'un. Et puis un soir, une nuit, à 3h du matin, je me lève, j'ai dit, mon Dieu, je voulais aller aux toilettes. J'ai dit, mais elle n'est pas là.
Elle n'est pas à côté de moi, Oui. dans le lit. Bon, j'ai regardé, j'ai ouvert la porte de la maison. La voiture n'était plus là. Bon, j'ai dit, elle est absente, elle est partie, c'est bizarre. Elle revient 30 minutes après. Moi, j'étais en train de regarder la télé, les programmes de nuit. Oui. Et puis, j'étais sur ma banquette. J'ai dit, mais en lui disant par son prénom, mais si tu viens d'où? Oh, elle me dit, écoute, Laurent, je te dis rien, j'écoute. Dis-moi d'où tu viens, je sais d'où tu viens. J'ai dit, tu sais, je le sais. Elle me dit, oui, peut-être, mais bon. J'ai dit, écoute, tu as de l'argent sur toi. J'ai dit, tu me redonnes cet argent tout de suite. J'ai dit, tu me prends ma carte bancaire. Ah, elle était au casino. Tu passes le retrait en banque. Elle était au casino, c'est ça? Elle était, figurez-vous, au distributeur automatique de billets d'une banque que je ne nommerai pas appartenait. Voilà. Donc voilà. Et puis, au fil du temps, on a refait un autre voyage. Après, on est allé, un mois après qu'on est revenu de Marrakech, juillet 2012, on est allé avec des amis en Loire-Atlantique, du côté de Nantes, du côté de la Baule. Et puis en revenant, elle me dit, je vais chez une copine pendant une semaine, pendant quelques jours, pendant 3-4 jours. Ben, j'écoute si tu veux. Elle me dit, tu viens? Alors, j'écoute, je suis un peu fatigué. J'écoute, fais-toi plaisir, vas-y. Je te fais confiance, vas-y. Elle est partie, elle est revenue. Et puis au bout d'un moment, c'était plus comme avant, parce que j'avais un doute de quelque chose aussi, d'autres choses. Je pense qu'elle avait une relation, des relations derrière mon dos, quoi. Ah oui? J'ai eu le flair. D'accord. Et puis, un soir, j'écoute Anne-Marie, c'est pas compliqué. J'ai dit, je suis contrarié, je vais prendre un pot quelque part, à tout à l'heure. Elle dit, bon, si tu veux. Je reviens. Elle me dit, elle m'avait laissé deux textos, 2 SMS en me disant, oui, reviens, tu te rends pas compte, je suis seule, enfin, etc. Je reviens, j'écoute Anne-Marie. Alors, on se parlait plus, là, ça commençait à pas bien se passer. On était enfin couché ensemble, on était dans le même lit, mais il n'y avait plus de relations sexuelles, il n'y avait plus rien du tout. Et puis ensuite, pendant 2-3 soirs, j'avais besoin de sortir, j'ai besoin d'avoir la tête vide, de voir autre chose, d'être dans une brasserie, puis de réfléchir autour d'une tasse de café ou autour d'un thé. Et puis, en revenant, le 3e soir, elle me dit, mais enfin, tu viens d'où? J'écoute Anne-Marie, on n'est pas encore mariés, on est juste fiancés. Si je te dis que j'ai été prendre un pot dans une brasserie appartenait, et c'est tout. Point, c'est tout. J'ai écouté Anne-Marie, c'est pas compliqué. Elle me dit, moi, je veux surtout pas qu'on se quitte. Quand j'écoute Anne-Marie, ça peut plus continuer comme ça. Je dis, je peux plus te faire confiance. J'ai dit, écoute, moi, malheureusement, je t'aime encore, mais j'ai dit, moi, elle me dit, oui, mais moi, surtout non, faut pas qu'on se sépare, Laurent, je ne supporterai pas. J'écoute Anne-Marie, c'est plus possible. Il fallait que tu réfléchisses avant. Moi, on est dans les soucis financiers. Je commençais à être dans les soucis financiers. Hein, j'avais des lettres de ma banque, j'avais des lettres de contentieux, j'avais des problèmes financiers. J'ai dit, Anne-Marie, ça ne peut plus continuer comme ça. Ce qui fait qu'on s'est séparés. C'est vous qui avez décidé de rompre finalement, quand vous vous êtes rendu compte de tout ça. Justement, parce que moi j'en avais marre. Oui, je comprends. Il y a de quoi. Oui. Et puis, mais en même temps, elle n'a pas dit. Oui, j'entends que vous aviez une relation assez passionnelle. Elle n'a pas dit à ce moment-là qu'elle était prise dans, je sais pas, un truc un peu compulsif entre le casino, non. Si, elle a reconnu. Elle m'a dit, oh Laurent, c'est vrai. Elle est allée en maison, elle est retournée dans cette maison de repos quelques mois après notre séparation. La même où on s'était rencontrés. Un jour, elle me téléphone, elle me dit, Laurent, une après-midi, je regrette ce que je fais, j'aurais pas dû faire ça. J'ai dit, oui, mais Anne-Marie, moi, mon vieux. Elle m'a dit, comment tu vas? J'ai dit, mais Anne-Marie, tu t'imagines maintenant les ennuis que j'ai un huissier. J'ai un huissier. Ah oui, à ce point-là. J'ai eu la poursuite avec un huissier. J'ai été expulsé de mon logement, je ne pouvais plus payer mon logement. Je n'avais plus d'argent, on avait tout dépensé. Caroline. Oui, donc et vous ne regardiez pas, jusque-là, vous ne regardiez pas un peu vos comptes, votre banque ne vous avait pas attiré votre attention sur le fait qu'il y avait beaucoup de retraits? Je faisais pour que tout soit bien, mais je l'aimais tellement, j'étais tellement amoureux. Oui, c'est ça, vous étiez sur un petit nuage, vous dites, donc c'était un peu la belle vie, vous en avez bien profité aussi, tous les deux, bon, vous avez voyagé, vous êtes allé au restaurant, vous avez eu une vie agréable, mais bon. Mais Caroline, je me dis, des fois, j'ai honte parce que je me dis, mais si les gens qui pourraient entendre ça, qui pourraient dire, mais il n'est pas bien, il est... Écoutez, c'est pas leur argent, c'est le vôtre en l'occurrence. C'est vous qui avez eu les problèmes, donc est-ce que ça va mieux là financièrement? Vous vous êtes un peu refait? Je m'en suis sorti. Bon, c'est important. C'est l'essentiel. Voilà, je travaille actuellement parce que je suis en arrêt parce que j'ai des petits problèmes de santé à cause de mon surpoids. Oui. Je suis sûre, Caroline, une fois que j'aurai minci, que
si je me fais faire une intervention, c'est-à-dire un bypass ou Oui, une oui, oui. je vous jure, Caroline, si je peux retrouver une santé, chose que je vais faire tout court, je mets toutes mes chances de mon côté, si je peux retravailler, me remettre dans la vie professionnelle, même à mon âge, Oui. même à 50 ans, je le fais, Caroline. Mais on vous sent plein d'énergie, il y a beaucoup de fantaisie aussi en vous, vous êtes un bon vivant. Et d'ailleurs, même dans la façon dont vous nous parlez de cette Anne-Marie, qui vous a après causé bien des soucis, mais vous reconnaissez qu'en même temps, vous avez eu des moments très heureux avec elle, et puis que c'était, voilà, vous en êtes, c'était la belle vie à un moment. Et après tout. Et vous savez, la chose qui est quelque part dramatique, Caroline, c'est que je l'aime encore. Ah bah oui, alors ça c'est, elle ne vous recontacte pas. Elle m'a, parfois. Oui. Me recontacter de temps en temps. Et qu'est-ce qu'elle vous veut ? Elle voudrait renouer, elle, avec vous ? Je lui ai combien de fois je lui ai dit, mais c'est pas un jeu, Anne-Marie, ce n'est pas un jeu. Elle me dit, oui, mais je regrette, ça y est, je me suis fait soigner. Maintenant, oui, mais elle était peut-être pas bien non plus à sa décharge. Vous me dites, vous vous êtes rencontrés tous les deux dans une maison de repos. Vous étiez, vous, en pleine dépression au sortir du décès de votre mère. Elle, vous ne saviez pas pour quelle raison elle était là, mais enfin bon, elle était pas bien, et c'est toujours ça peut être un peu délicat parfois. Bon, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre, c'est pas forcément, ça fait un peu partie peut-être de ses difficultés, vous avez été entraîné là-dedans. Maintenant, vous vous rendez compte quand même qu'il vaut certainement mieux que vous reveniez pas trop vers elle, parce que ça risque de recommencer, ce malgré elle, donc vous avez raison de vous occuper de vous. La priorité c'est ça, c'est votre régime, vous refaire une santé, vous allez déjà vous sentir mieux physiquement et aussi moralement. Voilà. Et puis après, on sent que vous êtes quelqu'un qui est très avenant, qui vous dites, vous aimez les rencontres, les contacts, vous êtes un bon vivant. Donc il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas quelqu'un. Alors j'ai un visage assez agréable, j'ai 53 ans de visage, on pourrait m'en donner que 45, mais j'ai un autre petit problème, Caroline, qui me complexe aussi. J'ai une calvitie. Oui. Pas beaucoup de... Voilà, j'ai une petite couronne derrière. Oui, alors parfois il vaut mieux se les raser complètement dans ces cas-là, que de garder une couronne. Mais je le porte pas assez bien, Caroline. Comment ? Je le porte pas assez bien. Le problème, c'est que la liaison téléphonique est mauvaise. Vous avez mis un haut-parleur, Laurent ? Oui. Ah, c'est ça. Il faut enlever votre haut-parleur. Vraiment, parce que ça donne un son un écho, et puis par moment, là, je vous entendais même plus. Voilà, si vous pouvez l'enlever. Écoutez, alors, vous n'aimez pas, vous, cette calvitie, c'est pas... Non, je n'aime pas cette calvitie. Il y a la possibilité de faire des implants, mais alors là, c'est un budget, hein. Ah, oui. Alors, j'ai déjà eu, il y a quelques années, un complément capillaire, Caroline. Qui était très très bien, mais le problème c'est que ça coûte très très cher d'entretien, et puis les fixations ça coûte très très cher aussi, c'est un coût assez élevé, c'est dans un budget, ça coûte beaucoup, ça c'est sûr. C'était là que vous allez voir, c'est vrai que vous verrez déjà, vous êtes en cours de transformation sur tous les plans. Voilà, déjà vous verrez un peu dans la suite, il faut pas que ça vous mette sur la paille, parce que ça se trouve le fait de perdre du poids, de pouvoir vous habiller, de vous refaire une garde-robe, vous habiller différemment, ça se trouve vous allez aussi au niveau visage, ça va vous redonner un autre, vous allez peut-être vous plaire davantage, peut-être voir avec un coiffeur, parce que c'est vrai que les hommes qui perdent leurs cheveux, et vous savez c'est difficile pour les hommes, beaucoup d'hommes supportent mal. Oui. Pourtant on dit maintenant on peut se raser complètement le crâne, et c'est vrai que parfois il vaut mieux que de garder quelques cheveux, vous voyez, ou comme vous dites, une couronne qui peut donner un côté un peu vieux. Pardonnez-moi, mais enfin, un peu. Alors que on peut se faire un look un peu plus branché, avec parfois peu de choses, en mettant parfois un peu la barbe aussi maintenant. Oui. Il y a des hommes qui n'ont plus sur la tête, ils le mettent, et en plus c'est très tendance, un peu en ayant une barbe, je vous dis pas une barbe de bûcheron, mais une barbe comme ça se fait maintenant. Vous pouvez vous créer un look. Mais ça fait partie de votre métamorphose, de ce qui est en cours. Donc, attendez un peu. Si vraiment, après tout, vous êtes très complexé, il faut voir, il faut évaluer. Peut-être, c'est vrai que les implants, c'est très cher. Mais après tout, si c'est pour vous une façon de vous sentir mieux dans votre peau, vous verrez. Vous pouvez demander un devis, voir un peu ce qu'il en est. Et voyez, Caroline,
j'ai des jours où je le vis très bien, j'y pense même pas, je suis très bien, je suis super joyeux quand je sors, et j'ai des jours où j'y pense plus. Vous voyez, ça dépend des jours. Voilà, c'est pour ça. Vous savez, on est un peu tous pareils. Hein. Il y a des jours où on n'est pas très bien, on est un peu, je sais pas, un peu déprimé, un peu blueseux, et puis du coup, on va focaliser sur tout ce qui, sur nos défauts, nos complexes. On en a tous. Et puis il y a d'autres jours, on se sent plus léger, plus aérien, et puis dans ce cas-là, on oublie. Heureusement. Et voilà, et c'est pour ça que cette femme Anne-Marie avait 3 enfants. Elle avait une fille de son dernier mariage, puisqu'elle a été mariée 2 fois avant de me connaître, et elle a eu deux autres garçons aussi. Alors avec ces deux autres garçons étaient très gentils, ses fils, je les ai bien connus, dont surtout l'aîné, et puis sa fille, la dernière. Donc, je ne dirais pas je vais éviter de dire le prénom, bien entendu. Oui, parce que finalement, on sait tous maintenant qu'elle s'appelle Anne-Marie, alors vous vouliez pas le dire au départ, donc attention, oui, ne donnez pas. Bon. Et qu'est-ce qui se passe avec cette jeune femme alors ? Alors avec sa fille, il y avait des moments ça se passait très bien et d'autres moments elle était très coléreuse. Elle pouvait me gifler sans que. Qui, la jeune femme là ? La jeune femme. La fille. La fille de votre amie. Ah bon ? Voilà. Et combien de fois je lui ai dit Anne-Marie, il faut que tu fasses attention à ta fille parce que elle me prend comme un beau papa. J'étais son beau papa, j'étais pas son père. Oui, mais enfin on lève pas la main, on donne pas des gifles. Bon. Surtout que je lui refusais rien. J'ai voulu faire plaisir de temps en temps. Oui, mais Laurent, déjà, vous vous rendez compte que même si vous avez eu un gros coup de cœur pour elle, vous vous rendez compte qu'il y avait plein de choses dans cette relation qui, au final, quand même, vous mettez un peu en péril. Bon, parce que peut-être que cette dame est fragile, et que c'est compliqué. Donc, il vaut mieux ne pas y retourner, semble-t-il, et puis plutôt vous tourner vers vous occuper de vous, là. Alors, c'est vrai que je souhaite vivement un jour retrouver une autre personne, bien entendu, mais je prends mon temps. Je me prends déjà en main au niveau santé, au niveau de mon physique, et puis quand ça va aller un peu mieux, je me sentirai beaucoup mieux, je me sentirai vraiment moi-même, là, je pourrais envisager de connaître une autre personne. Ah mais vous savez d'ailleurs ça peut j'entends ce que vous me dites quand vous vous sentirez mieux mais peut-être que pendant ce temps ça peut prendre un peu de temps, vous allez rencontrer quelqu'un aussi c'est possible oui. Puisque vous en avez le désir. Oui. Voilà, même de la région Poitou-Charentes, des Deux-Sèvres en général, voilà. De Parthenay, ça sera encore mieux. De Parthenay, pourquoi pas, ou même vous savez, on a noté. On sent que la Saint-Valentin approche là, parce que voyez, vraiment, Caroline. Je commence à avoir même sur le répondeur des demandes et on sent que vraiment là, vous avez envie les uns et les autres de ne pas être seuls pour cette Saint-Valentin. D'ailleurs, je crois que Sophie Peters va faire une émission spéciale dimanche pour la Saint-Valentin. Donc on l'avait fait les années précédentes. Vous aurez certainement l'occasion d'en parler, peut-être de passer une annonce, je ne sais pas. Vous verrez avec Sophie. Il y a, en tout cas, moi j'ai déjà quelqu'un pour vous. Enfin quelqu'un qui a envoyé un mail. Et qui est comme vous, qui doit maigrir, qui envisage un bypass. Donc on pourra vous donner son mail hors antenne, bien sûr. Et peut-être que comme ça vous vous encouragerez mutuellement. Et que ça sera peut-être après en phase de stabilisation, vous partirez en cure thermale ensemble. Et puis qui sait, peut-être le début d'une longue histoire. Vous voyez, je vous fais votre programme, moi. Voilà, tout à fait. Je vous taquine, mais qui sait, ça serait bien. Et voyez Caroline, alors c'est tout. Voilà, ça peut être quelqu'un aussi, ça peut être quelqu'un de Parthenay, ça peut être quelqu'un de Parthenay, de Niort, de Poitiers, de La Rochelle, d'Angoulême. Vous voyez, le Poitou-Charentes, c'est grand. Voilà, vous nous avez bien décrit la région, il n'y a aucun souci. C'est une région que j'aime beaucoup. Oui, ça s'entend et c'est bien, vous avez raison. Donc écoutez, occupez-vous de vous, bon courage pour ce programme-là, c'est bien, je trouve que vous en avez beaucoup. Tenez bon, gardez le cap. Et ne raccrochez pas parce que hors antenne, on va vous donner donc les coordonnées de cette auditrice qui souhaite entrer en contact avec vous. On aura peut-être d'ailleurs d'autres contacts au cours de l'émission. Et puis vous pourrez dans quelque temps nous rappeler pour nous dire où vous en êtes de votre transformation. Voilà. D'accord ? Bonne chose. Oui, très vite parce que c'est les infos. Voilà, je vous dire une chose, vraiment, je vous apprécie, je vous fais un gros bisou. Et si un jour vous passez dans la région, il y a toujours un petit café qui sera réservé. Oh, vous êtes adorable.
Voilà. Bah alors, j'y manquerai pas, promis Laurent. Je vous embrasse. Ne raccrochez pas, hein. Paul vous reprend hors antenne. Merci. La nuit est à vous sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous pouvez me parler de vous, de vos peurs, de vos doutes, de vos fragilités. La ligne est ouverte au 39 21. Vous pouvez également composer ce numéro si vous souhaitez parler avec un auditeur ou une auditrice parce que vous vous retrouvez dans son histoire, parce que vous voulez peut-être partager votre expérience avec elle ou avec lui. Vous pouvez également le faire par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Alors un message encore pour Laurent qui nous disait qu'il était en pleine reprise, enfin il reprenait un peu le taureau par les cornes pour s'occuper de lui, et Catherine justement est prête à lui laisser son téléphone pour partager son expérience, pour l'aider à maigrir. À propos alors il se plaignait, Laurent, un peu d'une calvitie. Quelqu'un dit il devrait écouter la chanson de Linda Lemay, Les Dégarnis. Puis il y a Sergio qui dit oh mais la calvitie c'est pas forcément un handicap, un obstacle. Sergio qui dit moi j'en ai une géante sur tout le crâne, et je vous assure Laurent on s'y fait, et il y a beaucoup de femmes qui apprécient, et c'est vrai que Sergio a beaucoup de charme puisque j'ai eu la chance de voir une photo et je comprends qu'il plaise aux dames. Allez, on va maintenant accueillir je crois que c'est Isabelle qui est avec nous. Bonsoir. Oui, c'est ça. Bonsoir Caroline. Bonsoir Isabelle. Alors, je vous appelle parce que j'ai écouté aujourd'hui l'émission en podcast. Oui. Et j'ai entendu le témoignage de Michel, qui est intervenu donc hier soir. Et son témoignage m'a touchée. Ah oui, mais ça, alors je l'embrasse Michel si elle écoute, parce que il y a eu un nombre considérable de contacts, de demandes de mise en relation pour Michel, alors qu'elle avait peur que son questionnement paraisse futile, hein, si vous avez entendu. Oui. Et c'est vrai que pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute hier, je me permets juste de préciser, Isabelle, après je vous laisse la parole, qu'elle nous confiait sa peur de vieillir, sa difficulté à se projeter dans l'avenir, notamment parce qu'elle avait dépassé l'âge qu'avait sa mère lorsqu'elle est décédée. Tout à fait. C'est ça. Donc moi, je voulais apporter aussi mon témoignage, et qui permettra peut-être à certains auditeurs de faire des liens entre les grands événements marquants d'une vie et son histoire. Voilà. Oui. Donc, parce que moi, j'ai vécu un deuil précoce quand j'étais toute petite. Et, vous aviez quel âge ? J'avais 18 mois quand j'ai perdu ma maman. Voilà. Donc bref, ensuite la vie a passé, et il s'avère que il m'est arrivé. Enfin, j'ai compris quelque chose quand j'ai atteint son âge, alors que je ne savais pas vraiment quel âge elle avait exactement quand elle est décédée. Et il est survenu un événement dans ma vie qui m'a fait prendre conscience de ça. Donc je vous explique un petit peu. Oui, dites-moi. Oui, c'est-à-dire que jusque-là, il y avait un peu un flou. Vous ne saviez pas à quel âge votre maman était décédée, puisque vous étiez bébé, mais. Si je le savais, je savais que c'était entre 21 et 23 ans à peu près, mais j'ai jamais voulu faire le calcul. Oui. Mais je pense que mon inconscient le savait. Enfin bref, je vous explique peut-être pourquoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 22 ans, j'ai eu un petit ami. Oui. À ce moment-là, j'ai trouvé un job. J'ai été saisonnière à plusieurs kilomètres de mon domicile. Et donc j'ai arrêté la relation avec ce petit ami, pensant que ça ne tiendrait pas. Donc j'ai arrêté également un moyen de contraception. Et on s'est finalement revus. Et alors que je pensais avoir fait de bons calculs sur le cycle féminin, je me suis trompée et je me suis retrouvée enceinte. J'ai très rapidement décidé de ne pas garder la grossesse. Et suite à cette IVG, je me suis retrouvée un peu en dépression. J'étais très mal, je pleurais beaucoup, les insomnies, les cauchemars, etc. Donc j'ai rapidement vu un psychologue dans un CMP. Je me suis rendue donc dans ce CMP quelques semaines après l'IVG. Oui. Et j'ai rapidement fait un lien avec le psychologue sur le fait que je suis tombée enceinte exactement à l'âge, au mois près, à l'âge qu'avait ma mère quand elle est décédée. Et vraiment au mois près. D'accord. Oui. Donc à 22 ans. Le même mois, enfin, de naissance. Alors, non. Oui, alors pas le même mois dans l'année, mais exactement l'âge. D'accord.
Voilà. Par contre, ça tombait pas à la même saison, mais j'avais exactement l'âge qu'elle a eu à son décès. Donc là, c'est vraiment à ce moment-là que je m'en suis aperçue. Pris conscience, oui. Vous avez fait le lien à ce moment-là, c'était complètement... Enfin, vous n'aviez pas établi ce lien, c'est dans ces séances que... Il y a eu cette date. Mais j'ai très rapidement établi, au bout de peut-être 2-3 séances, j'ai plus vraiment en tête, ça s'est passé, mais vraiment très rapidement, j'ai compris ça. Et je me suis dit que l'inconscient nous jouait des tours, même quand on pensait ne pas connaître exactement l'âge du décès. Il y a parfois des choses qui nous le rappellent. Et je voulais aussi avoir peut-être votre éclairage là-dessus. Mais en tout cas, moi, je me suis dit que cette grossesse n'était pas arrivée par hasard et que j'avais peut-être un deuil à refaire ou à revivre. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé, en tout cas. En tout cas, il y avait quelque chose qui, à ce moment-là, très vite, à partir du moment où vous avez su que vous étiez enceinte, pour vous, c'était une évidence que vous ne pouviez pas garder cette grossesse. Oui. Et ça, évidemment, ça renvoie, il y a quelque chose qui était au niveau de la maternité, de la transmission, quelque chose qui était un peu entravé. Oui. Et peut-être que ça vous a permis à ce moment-là de ce deuil, cette douleur qui n'avait pas trouvé à s'exprimer jusqu'alors, parce que vous étiez très petite, 18 mois, quand vous avez perdu votre maman. Vous l'avez forcément ressenti et exprimé même à votre façon, parce que les petits-enfants expriment à travers de nombreux symptômes, et qui passent par le corps d'ailleurs beaucoup, parce que quand on n'a pas encore le langage, et à 18 mois on est dans les balbutiements du langage, c'est le corps qui parle, qui a un langage, qui dispose d'un langage. Et c'est vrai que je trouve votre témoignage très intéressant, parce que dans ces histoires de grossesse et de grossesse avortée parfois, il y a souvent des choses qui se rejouent. Et autour d'une histoire familiale ou ça peut être le symptôme de quelque chose, finalement, d'une histoire qui n'a pas été dépassée dans la famille, ou qui est restée encore quelque chose en crise, on voit beaucoup ça, parce qu'on est dans des dates très symboliques de vie et de mort. Et c'est vrai que ces dates, moi je me disais pas, tiens, j'ai bientôt l'âge, je vais bientôt dépasser l'âge qu'avait ma maman. Je pensais pas du tout à ça à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, non. J'étais dans autre chose, Oui, mais ça vous a, c'est vraiment comme un acte manqué. Il y a quelque chose, vous dites l'inconscient vous joue des tours, il y a encore... on entend, et c'est de nouveau très à la mode de dire, au fond, certains, l'inconscient, ça n'existe pas. Et quand on est dans la clinique, on s'aperçoit tous les jours à quel point on se croit maître en sa demeure. Et non, on est gouverné par des choses beaucoup plus obscures et qui nous dépassent. Complètement. Et surtout, le fait d'avoir arrêté mon moyen de contraception, c'est vrai que c'était terminé avec ce petit ami, mais j'ai arrêté. Je pensais avoir bien compté dans mon cycle, parce que je savais très bien comment ça fonctionnait. J'ai réussi à me tromper, en comptant. Donc, déjà, on peut rappeler peut-être aux jeunes femmes, ou moins jeunes qui nous écoutent, que la méthode Ogino, de compter, comme vous dites, a donné lieu à de nombreux bébés. C'est très bien que ça, mais on pense compter, être très au clair, et puis vous savez, à quelques jours près. Puis il y a des ovulations spontanées aussi, parfois. Donc Et est-ce que ça vous a permis, justement, puisque vous semblez dire que, à travers ce chagrin que vous avez éprouvé, cette douleur, aussi à ce moment-là, de pouvoir parler de vous, bébé, de cette histoire de mère comme ça, de mère qui partit si tôt, et que vous avez dû vivre, vous, enfant, comme un abandon. J'en ai parlé avec des membres de ma famille. J'ai essayé de demander, d'après eux, comment moi, en tant que bébé, j'avais réagi, qu'est-ce que j'avais manifesté, mais on n'a pas vraiment su me répondre. Qui vous a élevé après ? Ma grand-mère et mon père. D'accord. Votre grand-mère paternelle ? Oui, c'est ça. Mais je voyais aussi mes autres grands-parents, et aussi une tante qui était très proche.
C'est d'ailleurs à elle que j'ai demandé comment j'ai réagi dans les mois qui ont suivi. Oui, parce qu'on peut penser qu'il y a peut-être eu des comportements un peu de régression, où on voit des enfants qui à ce moment-là, par rapport au progrès qu'ils ont pu faire, y compris d'ailleurs dans le langage, 18 mois, des acquisitions qui reviennent en arrière, un temps d'avant où justement il n'y avait pas la souffrance, il n'y avait pas ce qui vivent doublement comme un abandon. Déjà quand un enfant perd un parent, comme ça, mais d'autant plus que là on est avant le langage et on est au stade encore du très jeune enfant, du nourrisson qui est porté, qui est porté dans les bras de sa mère, puis qui du jour au lendemain vous en avez été privé. On peut penser, souvent ce qu'on voit dans la clinique le plus fréquemment, c'est des comportements un peu régressifs, des enfants qui jusque-là mangeaient bien, vont redemander le biberon, vous voyez, un peu des troubles dans le sommeil, Oui, mais ils ne s'en souvenaient plus, peut-être, ils n'ont pas... Ça, j'ai plus ces éléments de réponse. J'ai pas posé la question à mon père. Ma grand-mère était déjà décédée et ma tante ne se souvenait plus spécialement n'avait pas noté de changement de comportement. Donc j'ai pas vraiment de réponse par rapport à cette interrogation. Mais est-ce que ça vous a permis d'aller mieux? Cette étape... Disons que ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais si mal aussi après l'IVG, pourquoi j'étais vraiment très déprimée. Donc ça, je l'ai compris, effectivement. Par contre, oui, ça m'a permis d'aller mieux, certes, mais j'ai par la suite encore eu besoin de beaucoup travailler sur moi pour dépasser certaines difficultés lors de ruptures amoureuses, par exemple, où c'était compliqué. Vous avez eu un enfant depuis? Non. Non. C'est difficile, c'est un manque pour vous ou... Non, c'est pas un manque, ça a longtemps été un choix et que je ne regrette pas pour le moment. Donc, En tout cas, vous nous appeliez donc pour dire à quel point parfois dans ces dates, ces collusion de dates, il y a des dates de anniversaire, des dates de mort, des dates de naissance, on le voit très nettement dans votre témoignage. Il y a Christine qui m'envoie un petit message qui dit moi aussi, curieusement, j'ai fait une fausse couche le jour de l'anniversaire de mon père. Elle dit troublant. Il y a l'anniversaire du décès de son père? Oui, le jour de l'anniversaire de son père, elle ne précise pas. Non. Ah, d'accord. Non. Il y a des collisions comme ça entre certaines dates. On voit aussi parfois les enfants dans les symptômes qu'ils peuvent exprimer, ou quand on retrace et qui peut les conduire donc chez un pédopsie, ou parfois on voit que quand on retrace un peu l'histoire de l'enfant, l'histoire de son père ou de sa mère, qu'au même âge, le père ou la mère a présenté comme ça, il y a eu une souffrance, il y a eu quelque chose qui n'a pas pu être exprimé dans le parcours de ce père ou de cette mère. L'enfant, au même âge, mais vraiment à quelques mois près, comme vous le disiez, lui va l'exprimer à travers un symptôme. Et donc, à travers ça, on peut aussi aider le parent. Il y a quelque chose dans cette relation. Et les enfants, qui sont de véritables éponges pour ça, ne le savent pas, bien sûr, sont porteurs de ça. C'est vraiment quelque chose qui se transmet et... Bien malgré nous, comme vous dites, l'inconscient nous joue bien des tours. Mais parfois, le fait que ça remonte à la surface, ça permet aussi de soigner, de prendre en charge et d'éviter comme ça que ça se transmette, qu'il y ait des souffrances qui se transmettent de génération en génération. Oui, et je voulais aussi justement encourager Michel à faire sa thérapie, parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Oui. Moi, c'est vrai que ce lien, je l'ai fait très jeune, juste après, j'avais 22 ans quand j'ai compris ce qui s'est passé pour moi, mais à tout âge, on peut réfléchir sur son histoire. Oui. Surtout qu'on sentait qu'elle en avait vraiment la capacité, Michel, dans son interrogation. Mais je vous remercie beaucoup, Isabelle, d'avoir appelé ce soir, parce que c'était intéressant de vous entendre, et c'est vrai que vous avez été tellement nombreux à réagir, encore une fois, sur le témoignage de Michel, qui avait peur, qui s'excusait toutes les 5 minutes en disant ça peut paraître futile, et je ne sais pas si elle est à l'écoute ce soir, mais elle a vraiment déclenché énormément de réactions. À ce sujet,
j'avais cité le livre qui était sous la direction de Catherine Bergeret-Amselec sur justement le vieillissement, le fait qu'on avait du mal dans notre société à accepter ça, à accueillir ça, à vivre ensemble, à faire une place aussi, j'ai envie de dire, pour les personnes âgées. Le livre s'appelle Vivre ensemble, jeunes et vieux, un défi à relever, et c'est aux éditions RS. Donc Catherine Bergeret, trait d'union Amselec, c'est un livre collectif, c'est sous sa direction. Vivre ensemble, jeunes et vieux, un défi à relever, c'est chez RS. Et puis, il y a aussi la Luciole qui m'a envoyé un mail à ce sujet qui lui recommande un livre écrit par le père Guy Gilbert, qui s'appelle La vieillesse, un émerveillement pour bien vivre son âge, et c'est aux éditions Philippe Rey, R-E-Y. Donc le père Guy Gilbert, La vieillesse, un émerveillement, aux éditions Philippe Rey. Merci pour ce conseil de lecture. Tiens, encore des messages. Michel que je l'embrasse. Pardon. Oui, pardon. Oui, je voudrais dire à Michel que je l'embrasse fort, si elle écoute. Voilà. Je pense à elle. Merci beaucoup Isabelle. Vous souhaitez qu'on communique votre numéro parce qu'on va le faire justement ce soir ou pas? Non, c'est pas. Non, d'accord. Vous vouliez simplement à travers votre témoignage aussi vous adresser à elle. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir appelés. Au revoir. Merci de votre écoute. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. La voix magnifique d'Adèle sur Europe 1, When We Were Young. Bonsoir Liliane. Bonsoir Madame Caroline Dublanche. Je vous présente mon respect et je suis vraiment ravie de pouvoir parler avec vous parce que je sais que vous êtes de très très bons conseils et je voulais votre avis. Oui. Voilà, je vous présente les faits. Ça va faire même bientôt 2 ans. Ça fera 2 ans fin février. J'ai perdu mon ami, mon compagnon. 17 ans, nous avons été ensemble. Il vivait chez ses parents, dans une très jolie maison, très beau jardin. Et moi, j'étais chez moi, à mon studio duplex. Nous avons eu une vie formidable. Et malheureusement, il n'est plus de ce monde. J'ai été très choquée. Un jour avant, je l'avais vu, je le trouvais affaibli, il était hospitalisé. Le lendemain, je ne suis pas été le voir, j'ai rappelé le surlendemain. L'infirmière, je lui dis, est-ce que je peux venir un peu plus tôt? Et elle m'a dit, mais alors j'ai dit, monsieur un-tel. Elle me dit, il n'est plus là. J'ai dit, mais il est où, dans une autre chambre? Elle me dit, non, il est décédé, monsieur un-tel. Oh, c'est terrible. Et par téléphone, vous voyez. J'ai été choquée. Oui, il y a de quoi. Oui, parce que vous ne saviez pas qu'il avait des problèmes de santé. Il était hospitalisé 24 heures avant. Il avait un problème. Auparavant. Car on l'a opéré quelques mois auparavant. D'accord. Oui, mais il allait mieux. Oui, pour une prothèse de hanche. Oui, malheureusement, il a été opéré. Ensuite, il a été envoyé en rééducation. Et quelque temps après, il est reparti à l'hôpital pour lui rechanger la prothèse. On lui en a mis une autre. Et puis, voilà, il est décédé de la maladie nosocomiale.
Oh oui, c'est terrible. Oui, il n'a pas eu de chance. Oui, parce que j'allais dire, on va rassurer quand même, puisqu'il y a certainement parmi ceux qui écoutent des gens qui sont en attente pour des prothèses de hanche. C'est des interventions qui se passent très très bien. Voilà. Mais bon, malheureusement, oui, il y a ce problème de maladie nosocomiale qui arrive, même si les hôpitaux font beaucoup d'efforts pour enrayer ça. Mais bon. Oui, je comprends, d'accord. Mais pour vous, ça a été terrible. Donc, il a été hospitalisé en urgence. Et comme vous ne vivez pas ensemble, vous l'avez su, il était déjà malheureusement décédé. Oui. Alors, j'ai téléphoné, voyez-vous, après, chez ses parents. Enfin, c'est sa maman. Son papa, lui, n'est plus de ce monde non plus. J'ai eu le frère de mon ami. Au téléphone, il a été très agressif. Je ne dis pas les noms d'oiseaux. Et je lui ai dit, mais enfin, vous auriez pu quand même. Je lui ai dit, je suis choquée d'apprendre ça comme ça, vous auriez pu m'appeler. Il m'a raccroché, puis il m'a dit que c'était pas la peine de revenir chez sa maman, et qu'il ne voulait plus me voir. J'ai pas compris. Pourquoi il était aussi agressif Il était déjà très, très spécial, mais là, vraiment, ça m'a assommé. Ben, je comprends, parce que dans un moment aussi pénible pour vous, vous saviez déjà que il ne vous appréciait pas? Non. Mais alors, ce qui m'étonne, c'est que dans votre histoire, donc c'était une longue relation, hein, vous me dites vous êtes restés 17 ans ensemble, mais lui n'avait jamais quitté ses parents, il vivait avec ses parents. Et avec son frère aussi? Non, son frère est ce monsieur qui est marié. D'accord. Et mon ami, après un divorce très dur, bien sûr qu'il m'a raconté plus tard, il est parti vivre chez ses parents dans cette grande maison, et il est resté avec eux. Voilà. Et ses parents, vous aviez de meilleures relations avec les parents? C'était très très gentil. Oui. Très gentil. Oui, donc le frère beaucoup son papa, même sa maman, mais alors lui, c'était un homme un peu spécial. Le frère? Oui. Oui, il a été odieux avec vous, là. Caroline, mon message à vous, il est celui-ci. Oui. Depuis son décès, je n'arrive pas à faire le deuil pour une simple raison d'avoir été brutalement informée par l'infirmière. Comme ça. Et ensuite, je n'ai pas pu aller le voir en crématorium. Et je ne peux pas non plus aller au cimetière. Pourquoi? Parce que j'ai peur de le voir, lui. Qui? Le frère? J'ai peur. J'ai essayé, mais je suis tétanisée. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous avez peur... Alors, pardon, madame. Pardonnez-moi, Liliane. Vous avez peur de quoi au cimetière? C'est-à-dire de vous trouver devant une tombe? Non, du frère. Mais le frère, ça serait quand même un hasard assez extraordinaire que vous vous trouviez le même jour. C'est vrai, vous avez raison. Parfois le hasard. Mais enfin, vous me dites, ça fait 2 ans, ça fera 2 ans là, au mois de fin février. Ça serait vraiment un hasard que vous trouviez le même jour, à la même heure au cimetière. J'imagine, enfin, il ne va pas forcément tous les jours. Et de toute façon, même s'il va tous les jours sur la tombe de son frère, il n'y reste pas. Ou est-ce que pour vous, c'est douloureux de vous retrouver aussi devant une tombe? Il n'est pas parti. Je n'arrive pas, voyez-vous, dans ma tête. Pour moi, je ne peux pas faire le deuil. Parce que il faudrait que je voie cette tombe où il y a son nom. C'est peut-être idiot ce que je dis. Mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire... vous me dites, il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'obligation, vous savez, dans ce domaine. C'est-à-dire que vous me dites, il est là, il est avec vous. Oui. J'ai envie de dire, c'est bien que ce lien continue. Enfin, c'est vrai que les personnes, les êtres chers qu'on perd,
nous accompagne, continue à nous accompagner. Il n'y a pas besoin. Il y a des gens qui, chacun fait en fonction. Il y a des personnes qui ont besoin de se rendre sur une tombe, et dans les premiers temps tous les jours, et même encore pendant longtemps, et pour parler. Et puis il y en a d'autres qui peuvent, comme vous le dites, les personnes sont là, avec elles, à côté. Mais moi, je ne sais pas si c'est obsessionnel ou si c'est moi qui ne veux pas dans ma tête, mais pour moi, il est pas parti. Et alors, je voudrais vous dire aussi, c'est que je suis agnostique. Oui. Pour moi, la vie, elle s'arrête là. Agnostique, c'est que vous ne savez pas, donc c'est je ne sais pas. Oui, vous êtes partagé. Intéressé, voyez-vous, disons, à certaines pratiques de certaines religions, j'ai lu, mais je ne trouve rien qui vous apaise, qui me ferait donner de la force, de la joie dans rien. J'allais vous demander comment le vivez-vous finalement. Est-ce que vous avez l'impression est-ce que c'est douloureux le fait de vous dire qu'il est, vous n'avez pas réalisé finalement qu'il n'est plus là? Voilà. Est-ce que c'est pénible pour vous? Est-ce que c'est ça, c'est au fond? Ou est-ce que vous vivez, vous, comme ça? Bien sûr, vous savez, puisqu'il est absent, il y a son absence, mais vous continuez, il continue à vous accompagner, parce qu'il y a tous ces 17 ans d'une vie, il reste présent dans tous les moments de votre vie. Alors, voyez-vous, je me posais une question, Caroline. Oui. Mais comme il venait très souvent manger ensemble chez moi, ou d'autres fois manger chez ses parents. Mais je me dis que c'est trop de souvenirs dans ce grand studio duplex. Parce que il y a sa chaise dans la cuisine, il y a son fauteuil, il y a la salle à manger. Il y a tout qui est là. Sa présence, elle est là. Et voyez-vous, je suis une maman célibataire. J'ai un grand garçon qui a 45 ans. Je parle avec lui beaucoup de choses. Mais il vit avec vous? Maman, il ne se passe pas un jour sans que tu parles de lui. Ça le rend triste. Mais est-ce que ça je voudrais que cette tristesse, parce qu'il me dit t'es pas heureuse, tu devrais ressortir, tu devrais, tu ne te laisses pas aller, ça non, ça je suis quelqu'un qui, mais il me dit tu es en train de c'est quelque chose qui ne va pas. Alors ça le rend triste et ça me. Mais est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous vous sentez triste, ou est-ce que le fait d'évoquer votre compagnon vous fait du bien? Me fait du bien. Ben oui, c'est ce qui compte. Oui, alors c'est peut-être. Fait du bien. Oui, parce que moi ça me paraît. Ça me paraît assez. Je cherche un mot pour pas dire normal, parce que il y a pas de normalité, encore moins dans ce domaine-là, mais. Compréhensible de parler, c'est pas parce que la personne, quand on perd un être cher, qu'on ne peut plus parler de lui. Alors parfois ça arrive, mais parfois ça témoigne du fait il y a une douleur qui ne peut pas se dire, et ça témoigne d'une personnalité aussi, c'est-à-dire des gens qui à la base ont du mal à exprimer de leurs émotions, et là il y a quelque chose d'une telle douleur qu'elle ne peut pas se dire. Mais quand on peut en parler, quand on peut continuer à en parler, au contraire, je trouve que c'est... Et j'en parle avec joie. Oui, parce que c'était, voyez-vous, Caroline, c'était un endroit. Déjà, j'ai eu ce grand privilège de le rencontrer. Et d'ailleurs, je me suis posé la question à moi-même. Jamais je ne le lui allais poser. J'ai dit, comment se fait-ce qu'une personne avant moi que tu aimais ait pu demander le divorce? Mais t'es un amour, t'es un homme, t'es un amour, mais d'une gentillesse, à l'écoute, mais d'une grande bonté, mais c'était un homme très droit. Vous voyez, déjà ça me manque cette présence. Et mais je comprends. Quand je fais mes papiers, parce que c'était lui, comme il était expert comptable,
je dis, oh là là, je lui donnais tous mes papiers à faire parce que moi je suis pas très administrative, Caroline. Maintenant, pour moi, c'est la croix et la bannière. Et j'ai trouvé une personne qui m'aide parce que sinon, je n'y arrive pas. Pour moi, c'est vraiment les travaux forcés. Et votre fils ne peut pas vous aider ? Comment ? Votre fils ne peut pas vous aider ? Ah ben il a sa vie. Il ne vit pas avec vous ? Ah non. Non, d'accord. Oh non. Oui, mais c'est plus votre fils qui pense. Peut-être qu'il faut simplement dire à votre fils, tu sais, moi ça me fait du bien de parler de lui. Je le lui ai dit. Ouais. Mais lui voudrait que je tourne la page. Oh ben, il est marrant lui. On tourne pas des pages. On tourne pas. Sa maman, c'est quelque chose. Mais parce que il pense que vous êtes. J'en voulais qu'un, je me suis fait faire, comme on dit, un bébé toute seule. Et après, il était en moi. Mais je ne me suis jamais mariée, Caroline, parce que voyez-vous, j'étais trop prise par mon métier que j'aime, c'était pour moi sacerdotal. Je dirais ce mot, peut-être que c'est beaucoup de dire, mais je ne voulais pas que un compagnon me dise tu es là, t'es pas là, t'es reparti, tu reviens. Enfin voilà. Voilà. Mais mon fils, c'est tout. Mais dites-moi, est-ce que vous, puisque votre fils aimerait vous voir, parce qu'il vous aime et donc il se fait du souci pour vous, oui. Donc déjà il faut peut-être le rassurer en lui disant que parler de votre compagnon lui fait du bien, vous m'avez dit que vous le faites. Est-ce que vous, depuis que votre compagnon est décédé, vous n'arrivez plus à faire ce que vous faisiez auparavant, c'est-à-dire peut-être aller un peu à l'extérieur, avoir Alors si, voyez-vous, je n'avais jamais eu ça avant. Je suis devenue, par rapport à la foule, je vais plus dans les grandes surfaces, je supporte plus. Et j'étouffe. Et je sors moins. Et vous n'aviez pas ça auparavant. Vous n'aviez pas vous n'étiez pas oppressé comme ça en présence de la foule auparavant. Non. Et figurez-vous aussi, c'est que j'ai fait des crises de comment on appelle ça, de spasmophilie. Depuis que j'ai perdu mon ami. Oui, c'est un peu d'angoisse quand même derrière. Oui. Alors je prends des plantes, je ne prends aucun médicament, parce que ce qui est dans la tête, même avec les médicaments, pour moi, je parle pour ma personne, ça ne sert à rien, parce que les clichés, ils sont à l'intérieur. Et parler, est-ce que parler vous ferait du bien ? Est-ce que pouvoir... Puisqu'au fond, c'est le sens de votre appel aussi. Vous vouliez m'en parler, vous me demandez quel conseil finalement. Justement, excusez-moi de vous interrompre. Voyez-vous, Caroline, je me disais, est-ce qu'il serait bien d'aller voir un psychologue ? C'est cela. Mais par rapport à quoi ? C'est à votre demande serait pour Mais je sais parce pas. Parce que si vous voulez. Peut-être que j'ai un mal-être sans m'en rendre compte. En général, on s'en rend compte d'un mal-être. C'est-à-dire que le fait d'être dans la tristesse parce qu'on a perdu quelqu'un de cher, c'est pas inquiétant, c'est normal. Enfin, ça fait partie de l'ordre des choses. Donc un deuil n'est pas quelque chose de pathologique. Il y a un temps, ça ne fera, j'ai envie de dire, 2 ans à la fin du mois de février. Bon, c'est un délai, vous savez, il n'y a pas d'ailleurs, chacun avance à son rythme, fait comme il peut, mais il n'y a rien de préoccupant dans ce que vous décrivez, si ce n'est que par moment vous vous sentez peut-être un peu plus angoissé, vous me parlez de ces crises de spasmophilie, vous me parlez dans la foule qui vous oppresse un peu, mais bon, c'est pas, si vous voulez aller parler de ça, oui, mais si vous voulez, il n'y a pas, j'ai pas l'impression, on le sent quand on est mal quand même. Là, vous n'êtes pas dans une tristesse qui vous empêche de mener votre vie, de ne plus avoir envie de sortir de votre lit. Je ne me laisse pas aller, voyez-vous, je fais ce que j'ai à faire, mais c'est ce vide, ce manque de lui. Oui, mais ça, on est dans quelque chose qui est, oui, quand on perd un être cher, c'est comme ça, c'est pas pour autant, vous voyez, ça n'a rien de pathologique. Allez voir un psy. Si vous éprouvez, ça peut
pas vous faire de mal, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, si vous voulez avoir quelques séances, ce qui est plus problématique pour vous, c'est ce côté, je trouve que vous vous en sortez même bien, avec ce côté très brutal. C'est-à-dire que vous appelez, on vous dit qu'il n'est plus là, qu'il est décédé, son frère qui vous tient complètement à l'écart. Ça, c'est très violent. Je trouve déjà la perte de quelqu'un qu'on aime est très violent, mais la façon dont ça s'est passé, les circonstances autour. Mais semble-t-il, même ça, vous semblez l'avoir surmonté et vous gardez ce qui a fait votre relation et bah oui, il y a tout vous parle de cet homme chez vous. Pour le moment, vous le vivez comme ça et vous en avez peut-être besoin. Il peut y avoir ça aussi, ça peut évoluer. Il y a des personnes qui, au bout d'un moment, sentent la nécessité de changer quelque chose dans leur intérieur, parfois même de le modifier complètement, pour dire qu'on n'a plus besoin d'objets ou on en garde quelques-uns, mais pas de façon aussi massive, parce que aussi ça évolue au fil du temps. Mais donnez-vous ce temps. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de, ça ne va faire que 2 ans. Fin février, c'est un temps. Vous savez, mais voyez-vous, Caroline, c'est moi qui le pense. Peut-être que vous allez me dire l'inverse. Est-ce que c'est parce que justement je n'ai aucune croyance que je me comporte de cette façon? D'abord, moi, être agnostique ne veut pas dire non, mais bien sûr que non. On se débrouille comme on peut. Vraiment, il n'y a pas de... Vous savez, on dit bien sûr que le fait d'être croyant aide, mais les personnes, quand elles sont confrontées à un drame personnel, qu'elles perdent quelqu'un de façon, qu'elles perdent un enfant, ou parfois on a beau être croyant, il n'empêche qu'il y en a qui perdent même leur croyance à ces moments-là. Ça évite pas la douleur, ça évite pas la colère, ça évite pas... Vous voyez, ça protège pas de tout. Bien sûr que ça peut être d'un secours de se dire qu'après, il y a autre chose. Mais vous dites, vous êtes agnostique, vous n'êtes pas catégorique, vous êtes comme beaucoup d'entre nous à dire, après tout, je ne sais pas. On ne détient pas, personne ne détient la vérité. Donc vous vous comportez comme vous pouvez. Après, ça serait une réflexion d'ordre philosophie. Je ne vais pas me lancer là-dedans parce que je ne suis pas philosophe. Mais moi, dans ce que j'entends de vous, il y a rien qui me paraît préoccupant dans votre façon d'être, compte tenu du deuil que vous traversez. Non, parce que voyez-vous, là, je vous parle vrai. Parce qu'il ne faut pas se faire des mensonges à soi-même. Voilà. Oui. Donc vous voyez, je reçois des messages, une auditrice qui me dit qu'elle a perdu sa mère il y a 3 ans. Elle lui manque, bien sûr, elle y pense tous les jours, et pour autant, elle ne va jamais sur sa tombe. Donc il n'y a pas de... chacun fait comme il le sent et comme il peut. Voyez-vous, Caroline, ce qui m'a aussi fait beaucoup souffrir. Maintenant, je garde les clichés de lui dans ma tête. Je n'ai pas besoin de photos. Mais il y avait des photos à lui qui étaient dans sa chambre, chez lui. Et bien, son frère n'a même pas venu me les mettre, serait-ce que dans ma boîte aux lettres. Oui, mais son frère s'est montré odieux, règle des comptes, malheureusement, maintenant qu'il n'est plus là. Bon, c'est comme ça, malheureusement. Voilà. Mais bon, moi je dirais... il faut vous donner le temps aussi, vraiment, le temps de prendre ça. Il n'y a rien de, encore une fois, je dirais pour conclure, qui me paraît préoccupant. Il faut prendre le temps de vivre aussi ce deuil à votre façon. Et puis, de toute façon, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de le traverser. Bon courage, Liliane. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Bonsoir. Merci. Au revoir, Liliane. Au revoir, Caroline. Caroline Dublanche sur Europe 1, 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Les Rita Mitsuko sur Europe 1, c'est comme ça. Et comme le dit Olivier le patrouilleur, si vous étiez sur le point de vous assoupir, c'est raté, réveil en sursaut, assuré. On s'est dit un petit peu comme ça avant minuit, on va les réveiller. Allez, il est 23h51 précisément, et le 39-21 est à votre disposition. Bien sûr, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, et c'est Hugo qui est avec nous maintenant. Bonsoir Hugo. Bonsoir Caroline. Bonsoir.
Ça fait plaisir de vous entendre. Ben merci, moi aussi je suis ravie de vous accueillir. Du moins d'échanger avec vous, c'est très sympa. Ah ben Hugo m'a dit que vous étiez extrêmement sympathique, que vous faisiez plein d'activités. Ah oui, alors je vais vous expliquer. Je suis devenu non-voyant, ça c'est le côté dur de la vie qui m'est tombé dessus. Ça vous est tombé dessus à quel âge ? Alors j'ai 55 ans, je suis tombé déficient visuel à 51 ans. Oui, c'est récent. Avec glaucome, pour parler d'attention oculaire. Oui. Et les deux yeux. Exactement, binoculaire, oui. Et il y a 2 ans, la cécité est arrivée. Voilà. Donc c'est vraiment quoi faire Je me suis dit, voilà, alors moi j'avais un parcours, j'étais ingénieur dans l'imprimerie, j'avais un bureau à Paris, je faisais du commerce international, j'étais à mon compte, j'étais agent commercial pour des grands groupes, et je me battais quand même bien. Alors toujours par rapport un petit peu au sport aussi, je suis ancien ceinture noire de judo. Ah oui, en effet, oui. J'ai toujours été un peu guidé par ça. Respect, voilà. Oui. À 16 ans, premier dame à 16 ans, c'est sympa. Oh là là, oui, en effet. Voilà. Alors, donc je me suis dit, j'ai arrêté bien sûr l'activité. Chape de plomb. J'ai une maman qui m'a dit un truc terrible. Mais alors terrible, elle m'a dit, mon fils, c'est terrible, mais t'en meurs pas, ta maladie. Je dis, mais maman, mais c'est que t'as raison. Elle me dit, mais tu vas te battre. Tu vas remettre le kimono dans ta tête. Elle m'a dit, je dis, allez, super. Elle est formidable, votre maman, pour ça. Bah oui, elle a réagi. Oui, c'est vrai, elle vous insuffle. Oui, elle vous a carrément dit, il faut remettre le kimono. Alors elle m'a dit une expression géniale, elle m'a dit il faut que tu remettes le kimono dans ta tête. Oui, mais j'y pensais parce que ça a dû vous aider, cette pratique au-delà enfin on dit les arts martiaux donnent aussi, il y a une forme presque de philosophie dans l'approche, vous aider à... disons qu'on va chercher en nous, on apprend les arts martiaux à partir de ceinture noire. Avant, on comprend pas grand-chose, à vrai dire. Dès qu'on commence à travailler les katas, par exemple, pour passer cette fameuse ceinture noire, première dame, là, on commence à comprendre ce que c'est vraiment le judo. Et ça m'a servi. Lorsque j'ai été face à on vous éteint la lumière, donc on se dit, mais comment je vais vivre? Alors, je me suis quand même rapproché des institutions. Je n'ai pas délaissé ça. J'étais voir la VH France, bien sûr, à Paris. J'étais allé voir aussi dans des comités extérieurs de Paris. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas moi, ça c'était sympa, on en a besoin de passer par là. Mais je me suis dit, c'est pas pour moi. J'ai besoin d'autre chose. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais essayer de transformer cet handicap, mais ça va être terrible, ce que je vais vous dire, en qualité de vie. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui me manquait quand j'étais dans mon bureau, sur mon scooter, à faire tous mes clients. Je disais toujours, j'ai jamais le temps encore d'aller courir aujourd'hui. J'ai fait que ça. Je me suis mis au sport. Oui. Alors là, j'ai vraiment l'intensif. 3 fois par semaine, 1h30 de natation. Home trainer, 2 à 3 heures par jour. Alors vous voyez, donc j'en ai écouté des émissions de radio dans le casque. Vous m'avez fait monter des cols, Caroline. C'est bien, grâce à vous, je faisais un peu de sport, puisque j'étais à vos côtés. Je vous jure, je pédalais des fois des heures. C'est vrai? Je vous écoutais. Oui, c'est la première fois qu'on me dit ça, que je fais presque coach comme ça pour les grands sportifs. Quand j'ai préparé l'Isoire, parce que je vous explique, il y a 2 ans, je me suis lancé dans un Ironman longue distance. C'est quoi ça? Triathlon longue distance. Wow. C'est 3,9 de natte, 4 km de natte. Un nageur moyen qui est valide, il met 1h15, 1h20. Oui. Voilà, donc on rentre dans l'eau, il est 6h du matin, poum, 3,9 de 20, 1h20. Après, il y a 190 de vélo, dont l'Isoire et tout. Là, c'est au-dessus d'Embrun. Mais comment vous pouviez faire du vélo? En tandem. Oui, bien sûr. On est toujours en binôme. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais oui. Mais vous voyez, je suis tellement pas sport que j'arrivais même pas. Je pose une question débile. Excusez-moi, mais je vous voyais seul sur votre vélo comme une andouille, bien sûr. Ah, ça, j'y suis seul. Vous quand êtes. Je m'entraîne à la maison. Oui. Voilà. Mais bon, vous n'aviez jamais fait auparavant de triathlon? Non, j'étais devenu même
Ma catégorie, c'était moins de 71, j'étais demandé à 95 kilos. Vous savez ce que c'est, quand on fait que du commerce, on s'entraîne moins, on est souvent au restaurant, et non, je me suis remis en question physiquement, mais ça a été très vite, ça a vite décollé. Hein. L'intensif, ce qu'il faut faire, c'est de l'endurance. Oui. Ne jamais forcer, mais faire du long, toujours du long. La marche rapide est excellente. Alors il y a aussi ça, c'est que je me suis mis à marcher, parce que quand on m'a, on va dire, prescrit une canne blanche, oui. Je suis sorti. Alors la première, elle n'était pas à ma taille, puisqu'on rentre dans la première pharmacie, on en prend une, s'ils en ont une en stock, alors que souvent elle ne convient pas. Il y a toute une technique. Ça je ne savais pas. D'accord. Il faut qu'elle soit adaptée à votre taille. Exactement. Il faut qu'elle soit au niveau du sternum. La hauteur préconisée, c'est pratiquement le sternum. Oui. Vous voyez, moi je fais 1m72, ma canne fait 1m30 à peu près. D'accord. Oui. Voilà. Avec des boules roulantes. Enfin, il y a plein de techniques maintenant. Ça s'appelle de la locomotion. Hein. D'accord. On apprend à se déplacer avec toute la sécurisation. Et d'ailleurs, si on n'a pas cette certification de locomotion, on ne peut pas obtenir de chien guide. Mais quand vous dites on apprend, c'est-à-dire que là, alors c'est auprès des associations que vous aviez contacté? Comment ça s'apprend où ça? Moi, j'ai pris 2 pistes. Oui, tout à fait. J'ai pris 2 pistes. Il y a eu la piste associative. Et puis après, il y a des centres spécialisés. D'accord. Il y en a 3 en France. Il y en a une à Paris, bien sûr. Il y en a une à Nîmes qui s'appelle la Ramade. Si je me permets de les citer. Citez-les, puis même en antenne, tiens, j'aimerais bien si vous pouviez nous laisser les coordonnées, parce que ça peut être utile pour d'autres auditeurs. Oui, sans problème. Oui, bien sûr, citez-les, ces associations. Il y a 300 en France. Si vous voulez, pour faire court, quand on perd la vue, la première chose qu'il faut faire, il faut surtout pas écouter l'entourage, c'est malheureux à dire, il faut tout de suite essayer de rentrer dans un centre pour malvoyants. Parce que là, ils vous réapprendre à vivre par rapport à l'handicap, mais à tout niveau. C'est-à-dire comment manger, parce que souvent on en met partout. On voit plus son assiette. Forcément, oui. Ça paraît oui, le quotidien, non, mais comme vous dites, vous l'avez dit, on éteint la lumière, hein, le quotidien, on n'a qu'à essayer, les yeux fermés, et on va tous s'en mettre partout et casser des choses, être très maladroit et se cogner. Hein. Ouais. Alors la difficulté aussi, parce que souvent ça fait du vide. Hein. Il y a aussi le côté, on va dire, un peu négat d'handicap puissant comme celui-ci, qu'elle a cité. Donc ça fait vraiment du vide autour de soi. Ah oui. On n'est plus autonome, on peut plus aller voir les gens. Les amis propres, faut qu'ils viennent vous chercher. Et vous vivez seul? Vous vivez seul, vous, Hugo? Alors j'ai un dilemme, parce que j'étais pas seul il y a 2 ans. Oui. Je vivais avec une ravissante allemande, qui était une athlète aussi, et elle est repartie vivre en Allemagne, elle m'a laissé. Voilà. Ah oui. Voilà. Elle m'a fait un cadeau, c'était la veille de Noël. J'en rigole maintenant parce qu'on est en relation. Hein, mais vous avez un mental d'acier, hein, vraiment. C'est ce que dit Sergio. Il dit, alors là vraiment respect, parce que non, c'est vrai qu'il faut vraiment un sacré mental quand même. Et c'est pour ça m'intéresse de voir. Je sais pas, je sais pas du tout. J'écoute votre parcours et on va vous retrouver après le journal de minuit. Vous ne raccrochez pas, d'accord? Merci. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes, hein, Hugo. À tout de suite. Nous sommes ensemble encore pour une belle heure de direct, une heure où il va falloir récupérer votre souffle, retrouver votre souffle, parce qu'on est en compagnie d'Hugo, un grand sportif, un sportif de haut niveau, puisque vous faites, mon cher Hugo, du triathlon. Et je reçois beaucoup de messages pour oui, parce que de gens qui disent qu'ils sont admiratifs de votre mental, puisque pour ceux qui nous rejoindraient maintenant sur Europe 1, on a commencé un peu à se parler avant le journal de minuit. Vous avez composé le 39-21 pour nous dire que il y a 2 ans, vous avez 55 ans aujourd'hui, hein, c'est ça? J'ai 55 ans. Oui. 55 ans. Il y a 2 ans, malheureusement, vous êtes tombé dessus. Comme vous dites, on vous a coupé, la lumière a été coupée, cécité complète. Ah, si je l'attrape, hein, Caroline, celui qui m'a éteint la lumière, il est mal. Hein. J'avais un spécial à gauche qui s'appelait Shimata, il va le prendre direct. C'est pour ça qu'il ne se présente pas d'ailleurs devant vous, il a peur. Comment? C'est pour ça qu'il ne se présente pas devant vous, il a peur. Mais j'ai mis une annonce à la boulangerie, il n'y en a pas un qui s'est présenté.
Mais ce qui est incroyable, c'est que en même pas quoi, donc en 2 ans, vous vous retrouvez dans un circuit de sport de haut niveau, vous faites du triathlon, c'est vrai que ça force le respect. Vous nous indiquiez que vous étiez ceinture noire de judo et ce dès vos 16 ans. C'est la base. Bon. C'est les fondamentaux. Ça vous a donné, ça vous a donné certainement aussi une ossature, une force, mais enfin, quand même. Comment? Alors, vous disiez que vous travailliez à votre compte, donc vous avez arrêté. J'étais agent commercial pour des groupes d'impression. Oui. J'avais 4 mandants, ce qu'on appelle. D'accord. Un agent, il a des clients qu'il emmène lui-même à des mandants. Moi, c'était des imprimeurs. J'en avais un à Bergame. À côté de Milan, Bergamo. J'en avais 2 en France et puis en Espagne. Ouais, je donnais du travail sur toute l'Europe, ouais. Sur des alors marchés, là vous avez dû arrêter. J'ai arrêté alors que j'ai des clients qui m'appellent encore. Oui, j'ose pas citer de marque. Non, on n'est pas là. Voilà, non, on peut pas citer de marque. Je me suis occupé d'un grand groupe français. J'étais tellement en bonne relation avec les acheteurs. L'ancienne formule, parce que ça a évolué depuis. Hein. Mais alors, dites, vous avez dû donc arrêter et aujourd'hui, donc vous vous êtes lancé dans le sport. Mais comment vivez-vous? De quoi vivez-vous aujourd'hui alors? J'avais touché un peu d'argent quand même, pour dire le mot. Je me suis quand même battu. J'allais pas laisser tout ce que j'avais construit. Oui, c'est ça. Vous aviez. Tant mieux. J'ai réussi à vendre 1 ou 2 cartes, même 2. Mais je vis du NAH. Je suis handicapé adulte, donc je vis du NAH. J'ai un complément de ressources. Alors ça, c'est marrant en France, c'est qu'on vous donne un complément de ressources qui s'appelle le forfait cécité. Vous voyez ce qu'il y a inclus dedans, cécité. Et il a un contrôlé, incontrôlable. Donc on n'est pas obligé de prendre une aide, c'est fait pour avoir une aide à domicile. Moi je vois pas comment. J'ai essayé, j'ai testé une personne chez moi. Et moi je fais tout, je fais mon ménage, je fais mes courses, je suis autonome. On déconnait plus que quand elle venait à la maison que je me suis dit j'en ai pas besoin. Oui, finalement vous êtes parfaitement autonome. Là aussi, au départ, vous dites que les associations vous ont appris, il faut tout. Enfin, c'est pas réapprendre véritablement, mais évidemment, quand on ne voit plus, il y a plein de choses du quotidien qu'il faut aussi, d'une certaine façon, réapprendre. Au fond. Alors, les associations sont super. C'est qu'au tout début, quand on est par exemple en basse vision, parce qu'il y a différents degrés de la déficience visuelle. Il y a tout un monde entre être malvoyant et non-voyant. Alors là, moi je l'ai vécu plein fer il y a 2 ans. Comme on dit, vous éteint la lumière. Alors là, il y a tout un monde, c'est qu'on perd toute autonomie de déplacement. On voit plus rien, donc voilà. On traverse la rue de chez nous, on sait plus où on est. Bon, voilà. Alors là, c'est tout à réapprendre. Alors c'est là pour une force mentale, mais ça, tout déficient visuel, petit à petit, il se fait accompagner. Il arrive à acquérir quand même des bases de mémorisation de trajet de parcours de vie. Donc on y arrive, ça il n'y a pas d'exploit dans ce genre de où c'est très compliqué, c'est tous les jours de trouver qu'est-ce qu'on va faire tous les jours, quoi. Il faut vraiment s'occuper. Justement, parce que je vais vous lire quand même quelques messages. Il y a Margaret qui disait ce monsieur est passionnant à écouter, comme quoi on voit qu'un malheur peut se transformer en force, mais enfin quel mental, bravo à vous. Il y a quelqu'un, c'est Olivier le patrouilleur aussi qui dit on ne peut être qu'admiratif de votre parcours, de l'énergie, de la ressource et de la volonté dont vous faites preuve. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez mis, c'est ça là, vous vous êtes dépassé, surpassé dans la compétition. Ce sont des défis. Et alors, Paul me disait, c'est des objectifs, c'est des défis. On se prépare pendant 1 an, 2 ans pour faire des défis. Et alors, Paul me disait hors antenne qu'il y a malgré tout quelque chose qui vous bloque actuellement, plus que finalement votre cécité, c'est par rapport à une décision que vous voudriez prendre d'aller vivre dans le sud, c'est ça? Voilà, j'ai des amis dans le Haut-Var, proche de Hyères, pour citer la région. Oui. Bon, eux, ils sont valides. Donc les fils de mes amis, on fait du sport ensemble, on fait du tandem. Chaque fois que je descends chez eux, on s'éclate. Oui. Et puis moi, comme je suis un fondu de natation, je passe 1h30 en mer avec eux. Ah oui, c'est génial. Alors, on y va avec des grandes palmes, donc on s'éclate. Et ils me disent, mais
tu serais bien au bord de la mer, quoi. Toi, tu as tout pour être heureux au bord de la mer. Vous aimez. J'arrive pas à faire le pas. Alors, je loue souvent un petit pied-à-terre pendant un mois ou deux, mais voilà, j'arrive pas. Ce qu'il faudrait peut-être une belle rencontre, parce que j'ai un ami qui essaye de me caser, mais comme je suis au limite d'activité, je suis pas très dispo. Oui, mais c'est. Vous vivez. Que je suis fatigant, hein. Vous vivez. Oui, vous avez une énergie incroyable, ça. Vous vivez où actuellement? J'essaye de me canaliser, c'est dur. En même temps, cette énergie, elle vous a servi. Vous vivez où actuellement? Là, je suis en Bourgogne. Oui, c'est une belle région. Quand vous dites que vous avez du mal à faire le pas, en avez-vous réellement envie? Peut-être que ça vous convient aussi comme ça, d'aller chez vos amis, de louer quelque chose, une petite maison, d'y rester un mois. Vous pouvez y aller comme vous le souhaitez, mais pas forcément y vivre, parce que vous avez peut-être aussi, en Bourgogne, aussi une vie qui vous plaît, non? J'ai une vie qui me plaît, mais c'est le climat qui me convient pas trop, de moins en moins. Oui. Parce que comme je suis très activité, j'ai des projets voiles aussi. Je viens de me brancher avec un ami qui a un voilier et il commence à me faire de l'initiation voile handicap. C'est génial parce qu'on développe tellement de sens, nous les déficients visuels. L'écoute du vent, c'est extraordinaire. Hein. Oui. On a la boussole du cœur là. Vous le sentez vraiment, vous êtes à l'écoute de tout ça finalement, tout ce que nous on perçoit. 10 fois moins. Les plus grands accordeurs de piano dans les années 50 ou 30 à Paris, c'était des non-voyants. Hein. Ils développent un sens terrible à l'écoute. Heureusement d'ailleurs, finalement, les choses sont bien faites. Le cerveau compense. Non, mais alors là, finalement, de toute façon, vous n'êtes pas. Il n'y a pas d'urgence. Peut-être que en développant vos activités, si vous vous mettez à la voile, peut-être qu'à un moment, il y aura, comme vous dites, des rencontres, et d'ailleurs, peut-être une rencontre amoureuse, évidemment, mais aussi peut-être dans le milieu sportif qui vont vous entraîner vers le sud. Mais est-ce que vous êtes entouré? C'est ce que demande Olivier le patrouilleur. Là où vous êtes, en Bourgogne? Non, pas trop. Non. Par des amis, peut-être? Par le club sportif non plus, parce que c'est que du sport individuel que je fais. On a remis qu'on est en binôme, à chaque fois on est obligé de trouver quelqu'un. Non, pas trop. Je passe à peu près 4 à 5 heures d'entraînement par jour tout seul. Je vais à la piscine tout seul. J'ai la chance on a un bassin olympique, nous, à côté de chez moi. Ah oui, c'est bien. Mais vous ne vous faites pas des connaissances? Non, parce que vous quand vous allez à la piscine, c'est pas pour... Vous tracez, quoi. Il y a beaucoup de récup, Caroline, c'est que quand on a fait 3-4 heures de sport intensif par jour, on n'a qu'une envie, c'est de se faire un peu de spaghetti puis d'aller s'allonger. Faut beaucoup récupérer quand même. Hein. Ben oui, ça je comprends, mais moi je fais que de la récup, je fais pas ce qu'il y a avant. Un bon plat de spaghetti et j'ai récupéré une bonne sieste, ça me va, mais enfiler les longueurs avant, c'est déjà plus compliqué. Donc c'est pour ça que je suis vraiment triplement admirative de votre parcours. Non, on n'est pas si entouré que ça. Il y a plein de gens qui pensent que Non, j'ai quelques amis d'enfance que je revois occasionnels. Vous savez, les gens, ils ont leur vie. Et comme je vous dis... Vous avez perdu beaucoup de... Oui, quand même. C'est le côté négatif. Ça vous a fait perdre beaucoup de contacts, puisque comme vous ne pouvez pas vous y rendre, évidemment, comme vous le faisiez auparavant, voir vos amis. Il faut que ce soit eux qui viennent vers vous. Et puis, comme ma copine Anna, elle s'appelait Anna, je peux la citer. Anna, elle est partie vivre en Allemagne. Bon, elle m'a demandé, elle voulait pas me quitter. Elle m'a dit, tu viens vivre chez moi en Allemagne. Elle était fille de viticultrice. Sa mère était viticultrice. Elle a repris l'affaire. Ah, elle ne voulait pas vous quitter. Elle voulait repartir en Allemagne, mais elle aurait aimé poursuivre la relation avec vous. Ah oui, on a essayé. On a fait l'essai. Mais moi, je parle pas un mot allemand. Et puis, qu'est-ce que je suis fier d'être bien. Je suis bien en France, moi. Ouais. Et en Bourgogne, en plus, c'est vrai que c'est une très belle région. Mais vous verrez peut-être au fil du temps, parce qu'il n'y a pas, les choses vont peut-être évoluer et à un moment, vous déciderez de vous installer, de vous rapprocher de vos amis. Mais pour le moment, vous vous êtes aussi recréé une deuxième vie là, et où vous êtes une vie aussi bien remplie finalement, quand même. C'est une vie bien remplie, mais c'est une vie quand même un peu de solitude. Je disais en amont de notre discussion, c'est que si j'arrive à transformer encore plus dans
la qualité de vie, c'est-à-dire j'ai besoin de soleil. Je m'aperçois que dans le sud, on fait beaucoup plus de choses que Châlons. Il y a 6 mois, c'est à Chalon-sur-Saône où j'habite. Il y a 6 mois de brouillard par an, c'est compliqué, quoi. Pour des sorties de vélo, on attend l'avril. Et une sortie de tandem, voilà, on peut pas s'entraîner. C'est un peu limité quand même au niveau du climat. Hein. On y arrive, mais bon. Puis c'est pas le sud, hein, faut dire reconnaître. Je reconnais que quand je descends dans le sud, j'ai encore plus la banane, quoi. Je me dis, mince, si je pouvais y vivre, et j'arrive pas à... Là, je fais pas le malin, il y a pas... Déjà, c'est une décision. D'ailleurs, il y avait une dame qui nous a appelé, je l'embrasse si elle écoute, qui, elle, c'était son rêve. Elle avait quitté la Bretagne, peut-être l'aviez-vous entendu, pour partir dans le Var, justement. Elle s'y était pas du tout plu, finalement. Bon. Donc, je comprends que vous hésitiez, hein, en même temps. Vous avez, là, en 2 ans, franchement, vous êtes complètement, vous avez dû aller chercher en vous-même toutes ces ressources pour vous réorganiser. Le mot est très faible, quoi. Enfin, il a fallu vous reconstruire, et donc ces 2 ans, il a fallu tout votre environnement, le réapprivoiser. Vous êtes lancé des défis. Donc, c'est vrai qu'on se dit, tiens, finalement, l'obstacle, là, vous en avez franchi, il est bien plus haut que ça. Finalement, on se dit, tiens, pourquoi? Mais parce que c'est quand même un changement, c'est quand même et au fond il y a peut-être derrière une question de motivation. C'est peut-être pas le moment. Peut-être que le jour où, comme vous dites, il y aura quelque chose qui va vraiment vous motiver, vous ne vous poserez plus la question. Mais déjà, attendez, vous avez une énergie incroyable. Vous avez surmonté ce handicap de façon qui nous laisse tous baba, quoi. Enfin, on est vous voyez, il faut pas non plus trop en demander, trop en faire. C'est vrai que c'est pas rien non plus complètement changé. C'est quand même encore vous réorganiser, même si vous avez des amis sur place. C'est quand même pas eux qui vivent au quotidien avec vous. Oui, donnez-vous peut-être un peu de temps, vous verrez. Oui, je vais me redonner un peu de temps, et puis je me dis que j'attends l'opportunité, mais des fois, il faut la provoquer quand même. C'est vrai, oui. Mais enfin, franchement, de ce côté-là, vous avez sacrément provoqué les choses. C'est ce que me dit Lou. Elle dit, oui, c'est vrai, Hugo, vous êtes fantastique, vous nous secouez. Alors, Lou qui se pose une question, c'est que là, elle dit, hormis le quotidien, comment fait-on pour avoir confiance dans la rue par rapport à des personnes mal intentionnées? Mais ça, finalement, il n'y a pas besoin de voir. Vous avez développé, je pense, vous ressentez aussi beaucoup les choses. Oui, puis... C'est la vue, pour le coup, on peut voir et être complètement aveugle par rapport aux intentions d'une personne, enfin... Oui. C'est marrant, Caroline, que vous me dites ça, parce que je vais encore reparler de ma maman. Un jour, ma maman, on discutait de choses et d'autres au téléphone, parce que ma maman est à Lyon. Nous sommes lyonnais à la base, hein. Je suis né à Lyon. Et ma maman, elle me dit, dans une discussion banale qu'on peut avoir avec sa propre mère, elle me dit, mais tu me parles de ça, Hugo, mais... donne pas une confiance aveugle aux gens. Je dis, maman, on me dit, j'oubliais que tu étais. Elle est incroyable, votre maman. Oui, mais c'est bien. Elle a un côté, elle vous a insufflé aussi certainement cette énergie, parce que même la façon dont elle vous dit, elle remet ton kimono dans ta tête. Enfin, on voit elle est très positive, quoi. Elle est très constructive. Elle vous a donné aussi, on sent que cette confiance en vous. Quand Anna est partie, elle m'a quitté, elle est partie vivre en Allemagne, mon amie. Ma compagne, ma maman qui s'intéresse pas du tout à la technique des vélos, j'ai du gros matériel à la maison, hein, je me suis super équipé en home trainer performant. Elle me dit, mais tu as 2 plateaux là. Elle me dit, tu vois le grand là, elle est partie ton amie, allez mets le grand, tu vas pouvoir pédaler encore plus. Donc on a bien rigolé. Elle me dit, allez, c'est pas grave. Elle m'a remonté le moral comme ça. Elle est formidable, Oui, elle est vraiment. Elle est très constructive. Elle aurait pu geindre ou bon. Elle est vraiment. Elle vous booste aussi beaucoup. Puis on sent qu'il y a beaucoup d'humour aussi. Hein. Ça vous aide beaucoup. Moi, c'est la base. Hein. Oui. Il y a Fanfan, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a les messages qui disent vraiment bravo Hugo pour votre force. Vous allez en retourner plus d'un dans son lit ce soir, dit Fanfan, qui est peut-être elle-même dans son lit. Il y a Isa qui est en Bretagne et qui dit qu'elle a eu l'occasion d'aller au Japon et que là-bas, les feux rouges sont sonores. Ce sont des sifflements d'oiseaux, nous dit. Il faut vraiment... elle dit ça serait bien quand ici aussi, on ait un système adapté. Ça existe.
Ça existe. Mais sifflement d'oiseaux, il faut que ça soit... Toutes les villes de France ont des fonds sonores. Le tout, c'est d'aller chercher le badge, la petite télécommande. Ah, d'accord. Et voilà, c'est bien. Oui. Mais pas tous les feux sont sonores, mais il y en a beaucoup, dans beaucoup de villes, il y a des feux sonores. Et c'est quoi le son? Parce qu'elle nous dit qu'au Japon, Isa nous dit que c'est des un petit son strident. Oui, il faut quand même que ça soit assez strident. Il y a Catherine qui dit avant peut-être de vous installer complètement dans le sud, peut-être pourriez-vous louer, comme vous le faites, une maison, un appartement hors saison, pour voir si ça vous plairait de vivre dans cette région. Oui. Après tout, vous pourriez tenter quelque chose comme ça, vous pouvez y rester quelques mois. Après, il y a une question de budget aussi. Il y a quelque chose qui me retravaille, c'est de retravailler. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Oui, mais donc vous voyez. Oui, mais ça s'entend. Moi, je trouve que déjà en 2 ans, d'avoir surmonté ce qui vous est arrivé, ce qui reste quand même une épreuve de cette façon-là, ça ne peut que. Chape de plomb, hein. Oui, ça force le respect. Ben oui, non, mais bien sûr qu'on l'entend. C'est quand ça fait partie, quand on parle de handicap, la plus grande peur qui revient souvent, c'est perdre la vue. Hein. Faut pas se raconter d'histoire. Et je trouve qu'en 2 ans déjà que vous ayez surmonté ça, là, avec cette force-là, vous envisagez maintenant de reprendre le boulot. Et effectivement, on vous entend, on se dit bah oui, pourquoi pas. Évidemment, parce que vous n'avez rien perdu de vos capacités, vous en avez même gagné d'autres. Donc, 80% de mes clients, je les avais qu'au téléphone, souvent puis par mail pour mes devis. Oui. Donc je me dis, je peux encore faire du business. Hein. Oui. Ouais, c'est les affaires vont reprendre très prochainement. Vous ne connaissiez pas les tontons flingueurs, mais ils connaissent pas Raoul. Ah ben vous faites partie de la bande, ça c'est sûr. Ah mais moi j'adorais. Il y a Linette qui dit vraiment merci c'est vrai que ça nous remue, ça nous secoue, bravo pour cette leçon de vie. Il y a Marie qui dit pourquoi vous prenez pas un chien guide, eux ils ne vous lâcheraient jamais, mais c'est prévu je crois. Hein. Voilà, je viens de m'inscrire dans une association, comme par hasard, Aix-en-Provence. D'accord. Ah bah oui. Bon. Oui. Je l'ai choisi mon école. On doit choisir. C'est à nous de choisir l'école. Et là, je suis en train de faire un certificat de locomotion parce qu'on est obligé d'y passer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un tout petit vide en France, c'est qu'il y a 200 instructeurs en locomotion. Et en règle générale, il y a un an d'attente pour prendre des cours. Ah, oui. Il y a un gros manque, gros manque en France. Donc, si les gens ont des niveaux kinés, des niveaux infirmières, il y a plein de reconversions et il y a du boulot à foison. Instructeur en locomotion, ça s'appelle. Instructeur. Il y a vraiment du travail. Il faut avoir une formation au départ quand même particulière. Vous parlez de kiné. Une formation paramédicale, oui. D'accord. Oui. Bon, là, le message. Je suis en relation avec toutes les grandes associations nationales parce que moi je communique pas mal. C'est bien, vous avez raison. Oui. L'UNADEV à Bordeaux sont très costauds. Tiens, je voudrais juste les citer parce qu'ils ont été vraiment super avec moi. L'UNADEV à Bordeaux, c'est extraordinaire. Ils sont très, très à l'écoute, ils font de l'individualisme. Ils vont derrière chaque malvoyant qui est en difficulté. Ils sont super. Mais grande écoutez, association nationale à Bordeaux. Vous avez raison de rendre hommage aussi à ces associations qui font beaucoup. Un petit mot, ça sera le dernier de Loïc qui dit vraiment on devrait prendre exemple sur vous, mais il dit de quoi a-t-il besoin au fond Hugo, à part l'incertitude d'aller dans le sud? Et ben voilà, vous répondez parce que Loïc termine son message en disant et l'amour, 3 points d'interrogation. Une petite bouteille à Caroline, la mer. Je fais une boulimie d'activité parce qu'il me manque quand même quelque chose. Mais ça viendra un jour, je suis pas inquiet. Oui, ça viendra. Oui, c'est certain. Oui. Ça viendra et puis on aura. De toute façon, vous êtes débordant déjà d'énergie et d'activité, donc oui, il y aura des rencontres, ça, à n'en pas douter. Et puis peut-être qu'on aura aussi des contacts, qui sait, pour vous, par rapport à votre désir d'aller dans le sud, par rapport à votre parcours, des gens qui auront envie de discuter avec vous, et on sera heureux de vous les transmettre si c'est le cas. Qui veut convertir, il n'y a pas de problème. Vraiment. Donc, en tout cas, tous les auditeurs vous remercient et sont, comme moi, on dit chapeau bas et bravo pour votre parcours. Ça fait du bien, comme ça, de voir, comme le disait Margaret. Caroline
de m'avoir écouté. Ça me touche vraiment. C'est moi parce que c'était un plaisir de vous entendre, mon cher Hugo. Je vous embrasse bien fort. C'est moi. Et puis, je vous dis à une prochaine nuit, alors j'espère. Au revoir, Hugo. Au revoir. Merci. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Coldplay sur Europe 1, Hymn for the Weekend. Hugo nous parlait, rendait hommage aussi aux associations qui font un travail extraordinaire, celles qui forment les chiens guides d'aveugles, l'UNADEV. Lucia dit à ce propos, il faut penser à faire des dons à l'UNADEV, UNADEV, qui dresse les chiens guides d'aveugles pour tous les Hugo. Et les Huguettes, ajoute-t-elle, de France et d'ailleurs, Lucia qui le fait chaque mois. Et je sais que parmi vous, il y a des personnes qui soutiennent ces associations, parce que je le vois parfois au dos de vos courriers, des enveloppes, il y a des petites étiquettes remises par les associations auxquelles on donne, avec vos noms, prénoms, adresses, bien sûr. Et je vois, j'ai parmi vous des prénoms comme ça en tête qui soutiennent ces associations. Et c'est vrai que derrière, évidemment, il faut de l'argent, c'est toujours pareil pour former. Bonsoir Mila. Mila, vous êtes avec moi ? Non, on n'a pas Mila, elle n'est plus là. On va peut-être accueillir alors Catherine. Catherine, êtes-vous là ? Oui, je suis là. C'est Catherine ? Oui, c'est ça. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je me suis permis de vous appeler parce que je voulais un peu vous demander conseil. Oui. Je suis une maman de 57 ans, de grands enfants et de beaux enfants, oui. Et de petits enfants, voilà. Et la vie n'a pas été très facile pour moi et pour mon mari, avec qui je suis depuis 38 ans. Oui. Et 39. On n'allait plus à un an près, quoique parfois. C'est ce qui fait la différence. C'est tout à fait ça. Et tout en travaillant, parce que vous c'est ça, vous. Oui. Dites-moi, vous êtes sacrément courageuse, 5 enfants, travaillant. Oui, mais je les ai élevés quand ils étaient petits et j'ai travaillé après. Oui, mais enfin quand même, chapeau, hein. Oui, voilà. Mais j'ai l'impression d'être un dinosaure aujourd'hui. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Pourquoi un dinosaure ? Parce qu'aujourd'hui, ça se fait plus d'avoir des grandes fratries comme ça. Si. On en voit de moins en moins. Oui, ça dépend. Il y a des endroits encore où on voit C'est vrai qu'on en voit de moins en moins, mais il y a encore dans certains milieux, voyez plutôt, on voit où on voit des familles encore nombreuses. Hein. Oui. Enfin bon. Je me demande s'il n'y a pas même un nouvel élan encore. Enfin, ça... tant mieux. Mais et donc mon souci aujourd'hui, c'est que je n'ai pas vu venir les difficultés qu'on peut avoir quand on est parent avec des enfants mariés et avec les enfants, non pas les enfants qui changent, mais les enfants qui vivent en couple et donc ils font aussi de leur côté des compromis et parfois c'est un peu au détriment de leur propre famille. Et je trouve que là, j'ai un petit peu de mal à rassembler mes enfants. Et c'est vrai que la vie n'a pas été un long fleuve tranquille et que nous, on a et que dans notre couple, ça n'a pas été facile tous les jours. Et donc, il y a eu des tensions. Et j'ai dû prendre un travail loin géographiquement de chez moi, donc je reviens pas tous les soirs. Oui. Et je me suis un petit peu éloignée d'eux et éloignée de mon mari. Mais du coup, il y a eu un moment, ça a été un peu compliqué.
Voilà. Et maintenant, ça va mieux. Mais vos enfants, donc aujourd'hui, sont mariés, la plupart? Les 4, oui. Les 4? Les 4 aînés, oui. D'accord. Et donc c'est le dernier ou la dernière qui n'est pas marié? Voilà. D'accord. D'accord. Ouais. Et ce qui est compliqué pour vous, c'est de réunir. Vous dites quand vous voulez réunir la famille, ils s'entendaient bien quand ils étaient tous les 5. Oui. Entre eux, s'entendaient très bien. D'accord. Oui, ils s'entendaient bien. C'est depuis l'arrivée des belle-fille, gendre. On peut pas dire que c'est depuis l'arrivée, mais ça change. Enfin, c'est pas. D'ailleurs, voilà. C'est un constat. Voilà. C'est-à-dire que souvent, c'est de nouvelles personnes qui intègrent la famille, qui après tout ne se sont pas choisies non plus. Donc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais jusqu'à présent, je trouvais que ça se passait bien. Et on a eu la chance d'avoir des petits enfants magnifiques et ils s'entendent très bien entre eux. Ils adorent se voir. Et mais insidieusement, il y a eu une distance entre mes belles-filles, enfin 2 de mes belles-filles et moi. Et je trouve que c'est pas facile. Je sens que le lien se distend et que ça crée des tensions chez eux, dans leur couple. Et pourquoi donc c'est oui, pardon. Non, à tel point que ces derniers temps, mes belles-filles ne venaient pas. Nos fils venaient avec leurs enfants, mais pas elles. C'est embêtant. Et pourquoi? Sous un prétexte ou un autre. Oui. Voilà. Et voilà, ça me fait de la peine parce que je vois bien qu'elles ne discutent plus, que ça les rase de venir chez nous, quoi. Vos fils, vous voulez dire aussi? Non, mes belles-filles. D'accord. Et quand vos fils viennent seuls avec les enfants, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ils s'entendent bien entre eux. Et puis les petits cousins sont ravis de jouer entre eux. Et vos fils ne vous ont pas fait de réflexion à ce sujet? Non. Ils n'ont pas changé, eux, de comportement vis-à-vis de vous? Non. Et pourquoi ces 2 belles-filles s'entendent bien, elles? Oui, entre elles, oui. Il y a un peu une coalition entre elles deux? Parce que je ressens. C'est ce que vous ressentez. Il s'est passé quelque chose à l'automne dernier, c'était très compliqué pour mon mari et moi. Et donc, je comprends très bien que j'ai senti qu'il y avait une tension dans notre couple. Oui. Mais c'est surtout que, à Noël, on leur a dit qu'on ne serait pas là à Noël. On a décidé, pour se retrouver, de partir tous les 2. Et donc, de ne pas recevoir toute la famille comme je fais depuis 3 dizaines d'années et de ne pas faire de cadeaux aux petits. Alors, on a essayé de trouver une autre date, puisqu'on ne serait pas là à Noël, mais il n'y a aucune date qui convenait à aucun des couples. Donc, on a laissé tomber. Alors, je me suis dit, c'est parce qu'on n'a pas fait Noël, elles sont un petit peu chiffonnées. Mais elles ont leur propre famille. Après tout, elles auraient pu en profiter pour faire Noël chez leurs parents, non? Tout à fait. Mais je n'arrive pas à déterminer pourquoi exactement. Oui, ça ne s'est pas vraiment dit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas fâchés à proprement parler. Il n'y a pas eu de dispute, entre 2 mots plus haut que. Voilà. Enfin. Non, il n'y a pas eu ça du tout. Il n'y a pas eu ça, mais c'est froid. C'est un petit peu froid. Il n'y a plus de dialogue. Enfin, je trouve qu'il n'y a plus de dialogue. Depuis ce Noël. Ouais. Ce qui, après tout, je trouve pour vous, moi, je trouve pas mal que vous ayez. Je me disais peut-être que pour les belles filles, le côté très famille, très réunion de famille, par moments, ça peut être un peu envahissant, par moments un peu, on se dit on aimerait pouvoir faire aussi un peu des choses en dehors. Or là, c'est assez courageux votre choix, je trouve, d'avoir dans des réunions où il y a, on sait bien c'est agréable, mais il y a aussi le côté un peu obligation, Noël, la famille, de dire notre couple va pas bien, on essaie de se retrouver. Ce choix que vous avez fait, je trouve ça même très réconfortant au bout de, alors je sais pas, 37, 38, on va pas d'années d'âge, de se dire, de faire quelque chose, d'avoir envie de vous battre pour votre couple, de partir tous les 2. Enfin, je trouve c'est original, je trouve, et c'est courageux de votre part. Et puis c'était pas vendu parce que c'était très tendu entre nous. D'autant plus. Voilà. Et ça va mieux depuis. Et ça va mieux depuis. Bon, alors ça déjà c'est important. Voilà, on avait besoin de nous retrouver, on avait besoin de faire le point loin de
toute pression extérieure. On avait besoin de se reposer. On est allé au soleil, on a retrouvé le soleil. Ça change beaucoup de choses, quoi. Mais moi je trouve ça, je trouve ça d'abord très courageux de votre part d'avoir fait ça, et en plus ça, par rapport à l'image de couple, ça montre parfois un âge où le couple, on n'est plus qu'un couple de parents, de grands-parents. Je trouve ça très stimulant et réconfortant de voir que justement ça reste vivant. Oui, mais on a vécu des choses tellement difficiles que là, il fallait qu'on remonte du fond de la piscine. On a eu des problèmes financiers. Mon mari est tombé malade. Bon, là, maintenant, ça va mieux. Oui. Voilà, donc il fallait vraiment que vous vous reposiez. Voilà. Donc, je comprends pas. Donc, je suis un petit peu dans l'incompréhension. Vous en avez parlé avec vos fils, disant que vous êtes un peu chagrinée? Oui, j'en ai parlé, mais pas vraiment. J'ose pas trop aborder le sujet parce que justement, j'ai peur de les mettre en porte-à-faux. Oui, parce que je voudrais pas qu'ils aient à choisir entre leur famille et surtout pas. Non, mais alors donc j'ai provoqué comme c'est difficile, comme je trouve ça nul. Enfin bon, nul. Ça vous chagrine quand même, ça vous peine. Du coup, j'ai provoqué une réunion de famille, essayer de se retrouver pour se parler, s'écouter. Et j'ai essayé de planifier une réunion de famille sur Doodle, j'aurais peut-être pas dû dire non, enfin sur un planificateur sur Internet, parce que j'ai pas de date, je sais pas quelle est la date qui va convenir à tout le monde, et on est quand même 11. Mais qu'est-ce que vous voulez faire au cours de cette réunion? Se parler? Oui. Oh là là, vous croyez que ça peut fonctionner, ça, avec je me dis qu'il vaut mieux. Ça fait un peu grosse thérapie de groupe familiale, ça. Oui, c'est vrai. Je sais pas si ça peut fonctionner à 11. Enfin, même on se dit pas vraiment les choses quand on est aussi nombreux. Si c'est pour que vous vouliez faire une réunion de famille, mais une réunion par rapport à un événement, ou même sans événement particulier, pour refaire un bon repas, se retrouver, passer un bon moment, oui. Mais dans le but de on crève l'abcès, on se parle, ça peut tourner un peu au pugilat. Enfin, moi, je vous le déconseillerais. Hein. C'est sur des parce qu'en plus, d'abord, ça concerne deux belles filles qui, pour le moment, s'éloignent un peu. Vous pouvez laisser un peu passer en disant, vous faites un peu, comment dire, pas. Vous pouvez dire à vos fils, dire tiens là ça va, demander des nouvelles de leurs épouses, ça va, dire dédramatiser un peu les choses, c'est-à-dire il y a pas, vous ne vous êtes pas fâchés, il y a pas eu, c'est pas comme si vous étiez obligé qu'il y ait eu vraiment un incident avec ces belles filles et que vous deviez trouver peut-être présenter vos excuses, qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Laissez, après tout, elle s'éloigne un peu, mais c'est pas. Ça peut arriver, j'ai envie de dire. Et à ce moment-là, individuellement, avec vos fils, il s'agit pas de les mettre en porte-à-faux, dire qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème, je suis un peu embêtée, ça fait plusieurs fois qu'elle ne vient pas, ou qu'elle. Mais en parler à ce moment-là individuellement et en disant peut-être que oui, avec ton père ça a été un peu compliqué les derniers temps, est-ce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile pour elle, on est désolé qu'elles aient été témoins de ces tensions, un petit message comme ça d'apaisement, ou quitte si vous appelez, est-ce que vous leur téléphonez parfois? Ah oui, mais leur dire ça nous ferait plaisir de vous voir, ça fait un petit moment, ça va, je m'inquiétais un peu, est-ce que tout va bien, mais sans. Moi, je crains que le côté, ce que vous voulez, presque ça fait conseil de famille. C'est peut-être pas votre intention, hein, c'est pas. Mais on se parle pas comme ça à 11. Où il y a des choses, ça va partir dans tous les sens. Non? C'est ce que je crains. Je me dis que oui, soit vous, à mon avis, soit vous faites quelque chose pour. Comme vous le faisiez jusqu'à présent, c'est-à-dire des réunions, vous vous retrouvez tous, ou
Et autour d'un événement où, après tout, parfois, il n'y a pas besoin d'un événement, simplement le plaisir d'être ensemble. Je les reçois souvent, souvent pour que les cousins puissent jouer ensemble. Voilà, c'est ça. Mais pas provoquer de discussion sur alors qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Parce que si vous devez le faire, déjà, peut-être c'est en premier lieu avec vos fils, et je vous sens suffisamment fine et intelligente pour pas les mettre dans une position difficile. Il n'y a pas de choix à faire, d'ailleurs, ils continuent à venir. Simplement faire part de votre inquiétude, dire... Qu'est-ce qui se passe ? On est un peu soucieux, ton père et moi, on n'a pas vu... Vous allez bien voir ce qu'il va vous dire. Et dire, est-ce que c'est lié, tu crois, aux tensions qu'on a traversées ? On est désolé qu'elles se soient trouvées au cœur de tout ça. Mais un truc un peu d'apaisement. Mais ça peut se faire en individuel, mais pas... Sinon, ça peut très vite se transformer. Oui, je vous dis un peu en pugilat, il y a des choses qui vont ressortir... C'est-à-dire que mon souci, c'est plus un souci d'égalité, de leur dire à tous la même chose au même moment. Ben oui, mais c'est pas possible. Ouais. Parce que d'abord, vous avez des liens. Vous avez des liens différents avec vos enfants. Ah oui, tout à fait. Avec vos petits enfants, avec vos belles filles, avec donc. Équité, oui. C'est un souci qu'ont beaucoup de parents, c'est-à-dire d'être juste et équitable vis-à-vis de leurs enfants. Mais égalité, au fond, quand on y réfléchit, on a des liens différents avec ses enfants, parce que les enfants eux-mêmes sont différents, des personnalités différentes. Comme vous dites, après, il y a les conjoints qui, eux aussi, ont des personnalités différentes, qui parfois s'entendent pas entre eux. Alors vous êtes voilà, donc vous êtes un peu en tant que maintenant grands-parents, un pilier où on aime se réunir, mais où on aplanit les choses. Là, vous allez, en provoquant une réunion, il y en a qui sont pas concernés par ce problème-là. À la limite, c'est pas leur problème à eux. Et puis c'est pas forcément là les deux belles filles qui vont parler. Enfin, tout ne peut pas se décider en famille parce qu'il y a des choses qui sont avant tout des relations individuelles. Oui, je comprends. Donc en fait, il vaut mieux parler de couple à couple. Même pour le moment, puisque vous allez voir, ça se trouve, j'espère pour vous que vos belles filles vont revenir, qu'il va y avoir si vous leur proposez d'ailleurs une réunion, peut-être elles vont être là et que ça se passera finalement pas si mal parce qu'elles-mêmes verront que, entre-temps, le climat familial est plus apaisé parce que vous ça va mieux avec votre mari, les difficultés que vous avez traversées et vous pouvez peut-être le dire sans prendre les devants, mais individuellement. Ce que vous aviez peut-être envie de faire en disant... Ce que j'avais plus envie de faire, c'est d'attendre que ça se tasse, justement. Parce que c'était... Vous n'aviez plus envie d'attendre d'attendre que ça se tasse, que ça s'arrange. J'ai pris un peu le taureau par les cornes. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que pendant des années, je me suis écrasée. Et voilà, j'ai attendu que ça aille mieux Oui, mais vous ne pouvez pas vous adresser. Quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse un peu. Le message collectif, ça passe difficilement dans une famille. Parce qu'à un moment, c'est fait de relations individuelles, de tensions de rivalité. Vous voyez, donc le message collectif, chacun l'interprète de toute façon à sa sauce. Oui. En parlant un peu familièrement. Oui, je comprends, mais avec son ressenti. Donc je comprends, voilà, exactement. Je comprends que vous ayez envie de ne pas laisser pourrir la situation. D'abord, j'espère pour vous. Après tout, je reçois un message de Claire qui dit, vous savez, on peut aussi de temps en temps ne pas avoir envie d'aller dans sa belle famille. Beaucoup de jeunes couples font comme ça aujourd'hui. Donc ça peut être un moment comme ça pour elles deux. Mais si vous les revoyez, ou même au téléphone, vous pouvez dire, je suis un peu... vous êtes rendu compte, on a traversé des moments difficiles, on a eu beaucoup de soucis ces derniers temps, ça s'est ressenti sur le climat, et on est un peu désolé, vous voyez, mon mari et moi, de vous avoir accueilli, que vous ayez été au cœur un peu de toutes ces tensions. J'espère que vous ne vous en voulez pas. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais avec vos mots, quelque chose dans ce sens-là, pour que les choses soient dites, peut-être. Puis vous verrez, ça peut simplement aplanir. Et peut-être que votre belle-fille va vous dire non, mais vous savez, oui, ça peut arriver, ou c'est pas si grave, ou... Oui, peut-être. Moi, je crois pas tellement. Enfin, moi, je vous déconseillerais vraiment la grande réunion familiale où on met les choses à plat, où
Ou alors prévoyez des médiateurs en même temps. Ça risque de tourner vinaigre, hein, ce genre de choses. Non ? Non, mais de toute façon, j'ai bien compris la réticence, puisqu'il y en a 3 qui ont répondu tout de suite dans les enfants et 2 qui répondent pas. Donc c'est qu'il y a une oui, il y a une façon de dire oh là là. Au fond, nous, on va pas aller se mettre là-dedans. Il y a une appréhension presque, dire oh là là, c'est quoi ces grandes explications ? Ça peut être un peu angoissant, un peu. On se dit j'ai pas envie de ça. Vous voyez, il y a Fleur qui dit pourquoi pas faire un barbecue au beau jour sans tenir compte des distances. Moi, je suis de l'avis de Fleur de faire quelque chose comme vous le faites, c'est-à-dire aussi pour sceller le fait que les problèmes sont derrière vous. Vous allez mieux aujourd'hui et c'est ce qui compte. Moi, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est ce qui compte pour vous. Moi, c'est ce que je pense. Déjà, vous vous sentez mieux. Vous n'allez pas vous remettre au milieu des problèmes. Ça peut arriver parfois un peu des éloignements, et vous proposez. Et si à ce moment-là, vous voyez que ces 2 belles filles toujours ne viennent pas, rien ne vous empêche à ce moment-là d'en parler un peu avec vos fils en disant écoute, vraiment, ça nous ennuie. Qu'est-ce qui se passe ? Et quitte à passer un petit coup de fil à vos belles filles, enfin, mais pas à tout le monde. Moi, je pense. Non, je crois que vous êtes de bons conseils. De toute façon, plus les jours passent et plus je me dis que c'était pas une bonne idée. Enfin, on voulait pas que la situation perdure, mais c'est... Oui, mais vous pouvez à ce moment-là vous leur envoyer un petit mail en disant c'est difficile de réunir tout le monde là à ce moment-là, c'est partie remise, une prochaine fois, vous tournez ça comme on dédramatise. Oui, je comprends. Et puis Fleur a raison, les beaux jours vont arriver, un petit barbecue dans le jardin, ça met tout le monde de bonne humeur, un peu de rosé et allez hop, pas trop non plus. Ça réconcilie tout le monde. C'est une bonne idée. Ça donne pas trop de poids, justement. Il n'y a pas nécessité de relation, d'explication, non. Oui, ça va créer une tension. Ça crée une tension. On accepte qu'après tout, certains un peu s'éloignent à certains moments. C'est aussi accepté. C'est pas parce qu'on est une famille qu'on doit toujours être ensemble, toujours unis, toujours faire bloc. Non. On accepte aussi ça et ça montre que on est ouvert, qu'ils ont aussi leur vie par ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, je pense. D'accord. Voilà. Je vous remercie de ce conseil. C'est moi qui vous remercie, Catherine. Et l'important, c'est que ça aille mieux dans votre couple et que vous ayez moins de soucis. Vraiment, c'est la priorité. Comme quoi, rien n'est jamais... Non, heureusement. Non, mais enfin, vous vous êtes donné les moyens de ça aussi. Merci, Catherine. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, Bonsoir, Colette. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je suis très heureuse d'avoir la possibilité de vous parler un petit peu. Mais moi aussi, même si quelques minutes, mais voilà. Paul me disait, il faut passer Colette, elle est formidable, parce que vous réagissiez à témoignage d'Hugo. La féminine de Hugo, voilà, tout simplement. Je suis non-voyante comme lui, je pense que j'ai la même maladie de rétine pigmentaire, et je me maquille malgré tout. Ah oui? Ah oui, je suis chouette. J'étais ce matin chez le coiffeur. Là, j'ai quelqu'un qui est venu pour que je cherche quelqu'un pour en aide de vie. Oui. Et elle m'a dit, mon Dieu, que vous êtes belle. J'ai 70 ans. Oh là là. Et c'est fort. Je suis en fauteuil roulant. Et je me dis, j'ai la chance, vous vous rendez compte, je dis, j'ai la chance d'être en fauteuil roulant, car mon frère, qui a la même maladie que moi, aussi non-voyant que moi, lui s'encarre dans tous les coins de porte et tous les coins de mur, mais moi, assise en fauteuil, je tends les bras dedans, et comme ça m'arrive pas. Et après ça, on dit que les femmes conduisent mal, hein? Alors que vous voyez, votre frère, lui, il se cogne partout, et vous, non. Alors, faut quand même un peu rétablir des vérités, hein, ma chère Colette. Oui. Écoutez, et alors... Caroline, il faudra quand même que j'ai un appel pour vous, parce que véritablement, c'est vrai que j'ai la difficulté à pouvoir employer quelqu'un en tant qu'auxiliaire de vie, parce que j'aime bien les hommes qui travaillent pour moi, parce que c'est vrai que je suis agréable, je vais dire, mais trop, je fais rien pour ça, mais tombe amoureux de moi. Oui, mais alors dites-moi, vous ne le dites pas parce que vous êtes modeste là, mais hors antenne, vous avez dit, alors déjà cette dame, cette auxiliaire de vie qui vous dit qu'est-ce que vous êtes belle, vous étiez mannequin dans votre jeunesse. Oui, j'étais mannequin, oui.
Et je vous assure que je reste très coquette. Belle. Ah oui. Imaginez qu'en fauteuil roulant, ça me permet de porter des souliers à talons hauts. Oh, vous êtes incroyable. Et oui, parce que justement, si j'étais debout, en tant que non-voyante, je ne pourrais pas, je me casserais la figure sans cesse. Puis même, les talons hauts, au bout d'un moment, c'est beau. C'est vrai que ça fait la jambe très élancée, mais c'est pas très facile. J'ai aussi une polyarthrite, je ne peux pas me relever. Oui, mais enfin, vous êtes... Je ne tiens pas sur mes jambes une seconde, mais ça m'aide à passer sur une planche de transfert, parce que j'ai un duplex en plus, avec un monte-escalier. Et donc, j'ai des planches de transfert, et pour monter sur le monte-escalier, sur ma voiture, voilà, pareil. Oui, vous êtes bien équipée. Mais dites-moi, Colette, il faudra me dire comment vous faites pour vous maquiller alors que, vous êtes non-voyante. Comment vous avez réappris? Il ne faut pas s'arrêter. Voilà, il ne faut pas s'arrêter avec deux petites couleurs, un vert, parce que j'ai les yeux verts. Avec un vert pour au-dessus de la paupière, l'eyeliner qui est liquide mais froid, donc je ne déborde pas. Je sens le froid au bord des cils. Et vous faites de l'eyeliner en plus. Waouh. Ah oui, parce que alors là, vraiment, ça pardonne pas. Absolument. Ça. Vous pouvez faire des gros pâtés. En haut, au ras des paupières, voilà. Et puis, j'estompe tout ça. Et puis, je vous assure, les gens, ils disent, mais c'est pas vrai. Oui. Et j'ai un regard magnifique. Mais c'est pas possible. Mais vous voyez normalement. Mais non, j'ai dit non. Vous avez un très beau regard. Et vous devriez, alors vous, dans les associations, vous avez donné des cours. Il y a tellement de femmes. Franchée, hein. Ah oui, on me demande. D'accord. Et puis en plus, je suis un peu MacGyver, moi en plus. J'ai des tas d'idées. C'est dommage que vous soyez loin de chez Hugo, parce qu'on aurait bien aimé vous présenter. Colette, faut qu'on se quitte. C'est le carillon, et ça, c'est vraiment. Avec plaisir. Ne raccrochez pas, ma chère Colette. Je vous embrasse. Au revoir. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous une très belle nuit, un très bon week-end. Dimanche, soirée spéciale Saint-Valentin avec Sophie. Et moi, je vous retrouverai lundi à 1h du matin. Maintenant, c'est Jean-Marc Morandini qui est avec vous.